Bonsoir tout le monde et bienvenue sur RPMP Les Voix du débat pour un nouveau showmatch. Ce soir, nos débatteurs vont s'affronter sur la question des miracles scientifiques du Coran, plus précisément sur l'embryologie. Fares ici va défendre l'affirmative, Walter la négative. Pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, pensez à vous abonner, à cliquer dans la description, à nous rejoindre. Nous sommes une communauté de débat ouverte. Vous pouvez également vous aussi participer, notamment si vous avez d'autres miracles scientifiques du Coran. Alors, ce débat donc est enregistré, arbitré, chronométré et noté. Restez bien jusqu'à la fin si vous souhaitez voter pour les débatteurs. Sur ce, merci à nos débatteurs, merci au public. Et sur ce, on va commencer avec 5 minutes pour Walter. Ok, merci Exa, merci au public d'être là et merci surtout à mon contradicteur d'avoir accepté ce débat. Alors le thème de ce soir, en général les gens ici le connaissent plutôt par cœur, surtout s'ils fréquentent un peu YouTube et puis s'ils sont présents depuis longtemps sur RPMP. Donc les affirmations du Coran sur l'embryologie sont-elles miraculeuses? Donc on nous explique que le Coran au 7e siècle aurait décrit avec une précision stupéfiante les stades du développement embryonnaire en utilisant des termes arabes d'une grande profondeur tels que nutfa, alaka, mudga, vous me pardonnerez pour ma prononciation. On ajoute quelques images d'échographie en général, une citation de Keith Moore, 2 ou 3 subhanallah et donc la conclusion en général est la même. Aucun homme du désert de cette époque ne pouvait dire ça tout seul. Donc c'est forcément miraculeux. On a aussi pas mal questionné la pertinence de ce débat. Alors pour moi, l'intérêt de cette question, c'est qu'effectivement, si les affirmations du Coran sur l'embryologie sont exactes et qu'il était impossible pour les êtres humains du 7e siècle de les connaître, donc ces deux conditions cumulatives, à la fois les affirmations exactes et impossibles de le connaître pour les êtres humains de l'époque, alors ce serait un argument de poids en faveur de l'origine divine du Coran. Et donc ça nous donnerait des indications sur des questions fondamentales comme l'existence de Dieu, l'origine de l'univers, ce qui arrive après la mort, etc. Donc pour moi, c'est pas une question secondaire. Je trouve cette question en fait très intéressante et très importante. Je pense que mon rôle ce soir sera double. Je pourrais avoir la modestie de critiquer le caractère miraculeux des versets sans attaquer leur véracité. Mais il y a tellement de choses qui vont pas que je pense que je vais aller encore plus loin et je vais affirmer que non seulement rien de ce qui est écrit n'est miraculeux, mais que en plus certaines choses sont purement et simplement fausses, poussant ainsi mon adversaire à redoubler de concordisme et de définitions bancales, de termes polysémiques pour maintenir le fragile édifice que constitue ce miracle scientifique entre grosses guillemets. Donc, est-ce que ces versets pris au sérieux remplissent vraiment les critères d'un miracle scientifique en embryologie? Est-ce qu'on a affaire à une description donc de une tellement en avance sur son temps, tellement précise, tellement inaccessible au 7e siècle qu'une explication humaine devient franchement improbable? Et de deux, est-ce qu'on a, ou alors plutôt, est-ce qu'on a plus banalement un texte religieux qui reflète simplement le niveau de connaissance et l'imaginaire biologique d'une époque donnée, ainsi que ses erreurs, et qu'on relie ensuite à la lumière de la science moderne pour lui faire dire beaucoup plus qu'il ne le dit, ce texte. Donc je défends évidemment la deuxième option ici. Donc pour que le mot miraculeux soit autre chose qu'un slogan, je pose 4 critères et donc libre à mon adversaire de les accepter ou d'en donner d'autres, qui sont minimaux, mais qui sont surtout cumulatifs, qui ne sont pas alternatifs les uns aux autres. Il faut que selon moi, que ces 4 critères soient remplis pour qu'on puisse affirmer qu'une chose est miraculeuse. Donc déjà une précision telle que une précision réelle plutôt, pas simplement des métaphores vagues du genre morceau de chair, quelque chose qui s'accroche en faisant un lien avec la réalité scientifique de l'embryologie. Deuxièmement, une inaccessibilité raisonnable aux connaissances humaines de l'époque, même en tenant compte des idées médicales qui circulaient déjà dans le Proche-Orient tardif. Troisièmement, une absence d'erreur au regard de la science actuelle. Pas besoin que ce soit un traité hyper précis, etc., mais au moins qu'il n'y ait pas de contre-vérité. Et enfin, quatrième point, une lecture non équivoque, j'insiste sur non équivoque, qui implique qu'il n'y a pas besoin de tordre les mots, de rebricoler des traductions, d'invoquer 10 dictionnaires différents pour faire coller le verset à la théorie du moment. Je soutiens que les versets sur l'embryon échouent sur ces 4 points. Non seulement les 4 conditions ne sont pas réunies, mais aucune d'entre elles n'est remplie. Et je vais m'efforcer de vous le démontrer et de le démontrer à mon adversaire ce soir. Donc d'abord, le vocabulaire. Je précise que je ne suis pas arabophone ni embryologiste et que tout ce que je vais dire provient de sites web islamiques. D'ailleurs, vous remarquerez que je ne suis pas arabophone à mon accent lorsque je prononcerai des mots en arabe. Donc on nous répète que Allaka signifie sensu ou chose suspendue ou caillot de sang. Suivant les apologètes, on va avoir une traduction différente. Et que c'est miraculeux parce que ça correspond exactement au stade embryonnaire de 14 à 21 jours.
Et il y a pourtant des signes, hein, pour ceux qui voient, hein, bande de mécréants, incrédules. En réalité, ce sont des sens très généreux qui sont issus du langage ordinaire. C'est quelque chose qui s'accroche, qui colle, qui dépend, qui est comme un caillot. C'est super pratique pour la rhétorique, c'est suffisamment vague pour être recollé après coup sur n'importe quelle photo d'embryon et cette technique peut marcher, hein, pour prouver absolument tout et n'importe quoi. Si je vous montre un embryon de quelques millimètres sur fond noir et que je vous dis: «Je trouve pas que ça ressemble à une sangsue?» bah, forcément, je vais réussir à vous faire dire oui à un moment ou un autre. Mais ça, c'est pas un miracle scientifique, c'est tout simplement, une projection, de votre esprit et qui relève souvent du biais de confirmation. Ensuite, sur la prétendue précision scientifique, le Coran ne parle ni d'ovule, ni de fusion des gamètes, ni de patrimoine génétique des 2 parents. Le rôle de la femme est parfaitement absent là-dedans et donc pour un texte qui se veut particulièrement précis, je trouve que c'est manquant. Voilà, 5 j'avais d'autres choses minutes. à dire, mais je vais m'arrêter là. Oui. Merci beaucoup, Walter. À toi, Fares. Très bien, donc merci à vous de me permettre de m'exprimer concernant le Coran et concernant l'embryologie. Donc, de même, très satisfait de ce débat et de ce thème. Là où je vais rejoindre Walter, et je pense que ce sera l'une des rares fois où je vais le rejoindre sur une chose dans ce débat, c'est que la thématique est très intéressante et elle est primordiale, car elle va nous montrer si le Coran est vrai, si le Coran est faux. Et tout simplement, là, c'est une source de clivage concernant la véracité du Coran. Donc, en l'occurrence, Walter a cité Al-Alaq. Donc, effectivement, c'est un des pans de l'embryologie cités par le Coran. Donc, en l'occurrence, ce débat, avant toute chose, et qu'on puisse mettre une base sur le débat, tu as cité, Walter, le fait que ce débat va solliciter d'une part des connaissances en embryologie, d'autre part, il va solliciter des connaissances en arabe que tu n'as pas et que j'ai. Je suis arabophone. Donc certes, ce n'est pas un argument d'autorité, mais tout de même, sachant qu'on analyse un texte liturgique, la langue liturgique est primordiale, car elle va nous permettre de pouvoir resituer les sens des divers mots qui sont employés. D'autre part, et je l'espère que ça a été fait de mon côté et de ton côté, car je m'applique tout ce que je t'applique à moi-même aussi dans le cadre de ce débat, c'est le fait qu'il y ait eu une analyse textuelle et qu'on ait pris le Coran dans son intégralité pour pouvoir admettre ou émettre des hypothèses ou quelconques affirmations comme tu as pu le faire. Donc, on va citer tout d'abord, je vais essayer d'argumenter concernant ce qui a été émis. Certes, c'était une introduction, mais j'ai vu qu'on était déjà en mode attaque, donc je me mets en mode défense, mais en même temps en mode attaque. On va y aller. On prend par exemple la sourate 24 que notre ami Walter cite, mais je suppose que Al-Alaq, il cite aussi d'autres versets comme la sourate 96, le verset 1 par exemple, où on nous dit que Al-Insan a été créé à partir d'une adhérence d'une alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Et lis par le nom de ton Seigneur, lis par celui qui a façonné, donc khalaqa al insana min alaq, d'une adhérence, d'un point d'adhérence. Donc on va, lors du débat, aller plus loin dans l'embryologie, car comme l'a cité Walter et comme je vais le répéter, ce débat nécessite effectivement qu'on fasse beaucoup de recherches concernant l'embryologie. Donc j'énumérerai durant les 70 minutes, puisque là pour le moment on est en phase d'intro, je vais pouvoir simplement dire mon objectif durant ce débat. On va pouvoir durant ces 70 minutes citer toutes les phases de l'embryologie. On va passer par la nidation, le moment où s'accroche le, l'embryon à la paroi endomètre. Ensuite, on va passer par la gastrulation aussi, donc le moment où vont apparaître tout ce qui est ectoderme, endoderme, etc. Bref, les prémices, on va dire, des muscles ainsi que des os, puisque je suppose, et je vais essayer d'anticiper, puisque c'est assez téléphoné, vu que Walter, c'est un peu, on va dire, un peu dévoilé sa stratégie. Si tu veux, Walter, tu as en face de toi un musulman coraniste qui n'appuie pas ses arguments sur quelconque site islamique. Si tu veux, là, tu parles avec quelqu'un qui raisonne avec le kitab. Je ne peux pas le dévoyer, et je ne vais pas le dévoyer dans ces sens où je ne vais pas aller dans la polysémie ou quoi que ce soit. Je vais essayer de remonter à la vérité. Je vais essayer de remonter aux définitions qu'on a. Donc, encore une fois, certes, tu pourras me donner tous les sites web islamiques que tu veux. Il faudra que tu te fondes sur une vérité et que tu te fondes sur quelque chose de tangible. Or, ces sites web islamiques n'ont pas argument d'autorité sur moi. Mais bref, ça c'est un autre point. Sinon, j'ai l'impression que c'est assez téléphoné encore une fois et au vu de ce que tu m'as dit, tes arguments, je peux quasiment les anticiper. Donc, tu vas certainement me citer les os qui apparaissent avant les muscles, ce qui est complètement faux. Concernant l'embryologie, on va le citer ça aussi durant notre débat et durant les 70 minutes. Tu as cité aussi, donc ça, j'avais anticipé le fait que
la femme ou son ovule ne soit pas cité et qu'elle n'ait pas de rôle dans l'embryologie, ce qui est complètement faux, car on a la sourate 22, verset 5 qui cite Al-Arham, donc les matrices dans lesquelles les spermatozoïdes vont. Ça, c'est une autre chose. Et on va aussi citer tout ce qui est Moudra. Effectivement, tu as cité Al-Moudra et le fait qu'elle est Mukhallaqatin ou ghayri Mukhallaqatin. Donc, par exemple, le fait qu'elle a été façonnée et en même temps qu'elle ne soit pas façonnée. Donc, qu'elle a une partie façonnée, une partie non façonnée. Il faut essayer de mettre ça en parallèle avec ce qu'on a comme connaissance. En fait, mon objectif ne va pas être de légitimer le Coran par la science, mais de montrer plutôt que la science moderne telle qu'elle est aujourd'hui ne contredit en rien le Coran, mais qu'en vérité, c'est votre perception de la science en étant discordiste, car on a le concordisme avec lequel on va invectiver les croyants, mais au final, je considère que les athées sont, la plupart d'entre eux, discordistes, donc vont essayer à tort et à travers de contredire le Coran, et même en tordant tout simplement la science. Ça fait Et j'ai 5 fini minutes, avec mon mais intro. merci beaucoup, Fares. Sur ce, on va avoir 70 minutes de débat libre. Ensuite, également 2 fois 5 minutes pour conclure. Vous pourrez voter et éventuellement lever la main si vous voulez intervenir. C'est à vous. OK. Bon, bah, Fares, du coup, sur quoi est-ce que tu veux commencer? Peut-être, donc tu m'as cité la 22.5 en me disant que la 22.5 parlait de la matrice de la mer. Bon, j'imagine que tu dois pas utiliser, la même alors OK, tu n'utilises pas une traduction, et donc moi évidemment, le Coran, je lis en français et en anglais, hein, les seules langues que je maîtrise suffisamment bien. Et je vois nulle part, qu'il est question de la mer. Tu disais que tu allais pas utiliser, que tu allais pas jouer sur la polysémie des mots. Mais là, je vois pas comment tu vas pouvoir me justifier que le 22.5 parle de la matrice et donc parle du rôle de la mer sans justement jouer sur la polysémie. Parfait. Donc concernant la 22.5, si on peut la lire en arabe puis en français, à moins que je ne la lise en français directement pour tout le monde, à vous de voir Au ce qui pire serait le pour le temps de parole, tu la lis en arabe et je la relis en français juste après. parfait. Donc, يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء, et c'est là la partie où on parle des matrices, إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. OK. Vas-y Walter. OK, donc moi je précise que j'utilise, donc la traduction, de, l'université d'État d'Oregon, ou 22.5. Ô hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous, avec un N majuscule, qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, halakha donc, puis d'un embryon, formé aussi bien qu'informe pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les ah oui, effectivement, nous déposerons donc il y a bien le terme matrice, ouais, autant pour moi. Nous voulons jusqu'à un terme fixé, puis nous vous sortirons à l'état de bébé et qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes et après bon, après ça parle de la mort. Alors qu'effectivement, autant pour moi, on a bien le terme de matrice dans la traduction française, du verset. OK, il y a bien le Pas de terme de problème. matrice. OK, OK. Walter, moi je voulais simplement aussi revenir sur le fait qu'on prenne l'intégralité du Coran dans notre débat. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de nuqirru fil arhami ma nasha. Nuqir, c'est nous allons mettre dans un reposoir. Et la racine est employée dans le verset de la sourate 23, le verset 14, Al-Qarar. Mais on va pas aller plus loin, si tu veux, puisque je vais pas faire de l'étymologie ou de la linguistique, mais simplement pour dire qu'en fait, ces versets sont en quelque sorte des parallèles. Souvent, on a cette structure, cette notion, donc certains vont l'appeler la rhétorique sémitique, en l'occurrence, mais en fait, coraniquement parlant, tu vas avoir des versets qui vont en quelque sorte s'expliquer les uns les autres ou faire des parallèles entre eux. On a le cas, par exemple, avec la sourate 5, la sourate, pardon, 22, verset 5, et la sourate 23, verset 14, que tu vas citer. Concernant, si tu veux y aller sur Al-Alaq et continuer à argumenter, après je répondrai, puisque je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que tu as énoncées. Mmh. Donc, bah, halakha, donc c'est, toi déjà quelle traduction tu prends pour, halakha? Une adhérence, une sangsue, L'adhérence me convient parfaitement.
Une adhérence, OK. Et donc en quoi est-ce qu'un texte écrit au 7e siècle, était incapable de produire, une connaissance aussi précise que de dire que l'embryon est une adhérence? Bon déjà, dire que l'embryon est une adhérence, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a rien de scientifique là-dedans. Admettons que l'embryon adhère quelque part. Oui, bon, je vois pas ce qu'il y a de miraculeux dans le fait qu'un livre du 7e siècle affirme ça. Mmh. En fait, là où, al-Alaq c'est intéressant, là où l'adhérence est intéressante, c'est qu'en fait, l'embryon en tant que tel devient une adhérence dans sa forme la plus basique. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu prends les phases embryonnaires, donc les 6 grandes phases embryonnaires, tu as la première phase qui est, la fécondation, et ensuite tu as la deuxième phase qui va être la segmentation et ainsi de suite. Et durant, la phase de mémoire, ça sera la phase de blastulation, donc ce sera la troisième grande phase et je vous laisse vérifier par vous-même aux spectateurs et qui nous est enfin auditeurs qui nous écoutez. Dans la phase de blastulation, en fait, tu vas avoir ce qu'on appelle la nidation. Et la nidation, c'est quoi? C'est le fait que l'embryon va s'accrocher, va adhérer, d'où le terme adhérence. Et l'adhérence, je laisse libre cours à tous ceux qui sont dans le chat et dans le panel à vérifier aussi. L'adhérence, c'est le fait d'adhérer à une chose, c'est-à-dire que dans ton essence aussi, tu as en quelque sorte pratiquement fusionné avec une chose, adhérer à celle-ci. Donc, OK, je oui, peux dire ça de n'importe quoi qui fait partie du corps de n'importe qui. Mon cœur adhère à mon corps, mon estomac adhère à mon corps, mon cerveau adhère à mon corps. mmh, C'est un peu une évidence de je dire que, comprends bah, tout ce à qui est fait. dans un corps adhère à ce corps. Je vois pas ce qu'il y a de miraculeux là-dedans. Bon, je vois pas ce qu'il y a, de miraculeux là-dedans et puis surtout donc les étapes telles que tu les as Je décrites. comprends tout à Ah fait. pardon. OK, OK, vas-y, je pensais que tu avais fini. Non, je sais pas. Il y a un petit blanc. Donc bon, je vois pas ce qu'il y a de Non, miraculeux non, pour moi. désolé, j'ai Dire OK, buggé, c'est pour ça. donc pour moi non seulement ça relève de l'évidence, que évidemment quelque chose qui est dans un corps adhère à ce corps, colle à ce corps, puisque, bah, il est lié, hein, à ce corps. Il y a pas besoin il y a pas besoin ni d'être le créateur de l'univers omniscient pour, savoir ça, ni même d'avoir étudié l'embryologie moderne, pour le savoir. En plus de ça, donc à supposer que, tout ce qui est dit, tout ce qui est dit, on pourrait, arguer que alors c'est pas précis parce que le Coran n'est pas un livre de science, c'est une révélation divine, donc c'est pas précis comme un traité d'embryologie, mais quand même tout ce qui est dedans, est exact et ne pouvait pas être connu au 7e siècle. Je vais peut-être passer sur la partie, Galien, Hippocrate, Aristote. Donc, est-ce que tu trouves pas que quand même les quelques affirmations très vagues qui sont faites dans le Coran sur l'embryologie correspondent étrangement à ce qui a été dit par des médecins et des philosophes, grecs plusieurs siècles auparavant. Si je peux me permettre, j'ai lu, bon nombre de traités de ces philosophes et je vais essayer de te challenger sur ça. Mais par exemple, est-ce que tu sais ce que dit, Aristote dans son traité concernant, l'origine des animaux et concernant la l'origine de et l'embryologie humaine? Sachant que je l'ai Oui, fait et je peux te dire que ça n'a rien à voir avec le Coran. Si ce n'est certaines bases qui se ressemblent dans son traité et dans son livre 2, il n'y a presque aucune similarité ou similitude avec ce que dit le Coran. Est-ce que tu l'as fait d'accord. toi ce travail, Je l'ai et fait cette et enquête? donc oui, il parle donc, de la matière dans laquelle est faite l'embryon et donc il parle du sang menstruel de la femme. Ce qui correspond à une des traductions, très souvent entendues, hein, pour Al-Aqsa, qui est le caillot de sang. On retrouve ça. Alors je vois bien que c'est pas comment dire? La traduction que tu utilises. N'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'apologètes, qui prennent cette traduction-là. Il nous parle, du sperme masculin qui coagule. Bon, entre coaguler, adhérer, on trouve quand même, une analogie qui est assez, criante. Et donc en gros, il y a, le sperme, le sang menstruel pardon, ensuite, la chair qui est décrit comme une masse charnue, des os et la chair ensuite qui pousse autour de ces os. Donc d'abord une première chair informe, des os et ensuite de la chair formée qui pousse autour de ces os. Ah, je trouve que, c'est hyper similaire à ce qu'on voit dans la 23-14. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, Fares? Allô, oui, oui, j'ai un petit problème technique, si tu pouvais, désolé, répéter juste Ouais. les 2 dernières phrases.
Ah, OK. Donc je disais que donc, dans le traité, d'Aristote sur la génération des animaux, il nous parle, de l'embryon en tant que, donc dans sa première forme, il serait fait donc du sang menstruel de la femme. Il utilise, le mot, coaguler, donc entre coaguler, adhérer, bon, on voit bien l'analogie assez évidente. Et ensuite, donc il fait, des étapes pour lui. Donc il y a d'abord le sperme, qui se mélange du coup avec le sang menstruel. À partir de ce mélange sperme et sang menstruel se, forme une masse charnue, donc, une chair informe, hein, puis des os, puis ensuite de la chair qui pousse autour des os. Est-ce que tu vois pas une similitude criante avec le Coran là-dedans? Avec la 23-14? Écoute, les similitudes, j'ai l'impression qu'on essaie de les forcer et j'ai l'impression que c'est le cas dans ce que tu argumentes et par exemple, Littéralement les la même chose. menstruations non, Oui. le sang des menstruations, par exemple, donc là, tu as cité une traduction parmi tant d'autres, donc en l'occurrence, le caillot de sang que je ne retrouve pas, par exemple, en arabe, al-alaq étant l'adhérence, donc le dam, le sang littéralement, je le retrouve pas dans le verset. Ça, c'est comme tu l'as cité, c'est une compréhension parmi tant d'autres, mais bref. Le, Mmh. ce que tu as cité concernant les menstruations, aussi, si tu veux, coraniquement, les menstruations, elles sont citées dans la sourate 2, verset 222, par exemple, et aucunement on ne leur donne quelconque, portée, dans la dans l'embryologie ou quoi que ce soit. On nous donne juste une législation, mais al-mahid, telles qu'elles sont citées, ne sont jamais citées, pour, heu, pour OK, l'embryologie. Donc, mettons le sang de côté alors, hein, si tu en veux pas, si tu le rejettes, c'est OK, je veux bien prendre ta définition d'Arlaka et donc pas prendre celle des autres apologètes. Mais alors, sperme, donc le sang, OK, on le met de côté. Ensuite, la chair, enfin une masse informe de chair, mmh, des os et de la chair qui pousse autour des os. mmh, La à vrai 23-14. dire, Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. De l'adhérence, nous avons créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os. Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Bon, je supposais qu'il y aurait d'autres créateurs du coup. Et bref, si les gens ne voient pas que c'est sensiblement la même chose chez Aristote et dans Al-Kitab, dans le Coran, je vois pas quoi dire. C'est littéralement la même chose, à très peu de choses près. Walter Walter, est-ce que tu sais ce qu'Aristote, considère comme étant le premier organe qui apparaît chez l'humain lors de l'embryologie, par exemple? Parce que je c'est une Alors, grande différence. Alors Qu'est-ce qu'il le c'est considère le Aristote? alors i à partir des os de poulet, des os de poule plutôt, des œufs de poule pardon, il nous dit que c'est le cœur qui se forme en premier. Ex exactement, c'est le cœur qui se forme en premier. Or le Coran ne dit pas ça, Mmh. d'une part. Il considère que c'est les os qui se forment en premier. On est d'accord? Donc là, par exemple, on a une grande différenciation. Mais peu importe, en fait, là, j'ai l'impression que si tu vois similitude, même si là, pour le moment, elles sont assez capillotractées, on va dire, j'utilise un néologisme pour montrer, en quoi est-ce qu'elles sont tirées par les cheveux, ces affirmations. Et c'est le fait que tu considères que, vu qu'il y a similitude, potentiellement, le Coran aurait plagié en quelque sorte, ces, heu, ces dires d'Aristote. Mais si tu veux, en fait, là, c'est prendre nos œillères et considérer que la science de l'embryologie, ce n'était qu'une seule personne qui a parlé de cela. Tu as cité Galien, c'est intéressant. On a cité Aristote, c'est intéressant. Sauf que, est-ce que tu connais les 2 théories qui s'entrechoquaient, par exemple, concernant l'embryologie? Sur les, jusqu'au XVIIIe siècle? Quelles étaient les 2 grands courants de l'embryologie? Ah bah, tu vas me le dire, je suppose qu'il y en a plus que 2, mais bah, Il y en a dis-moi plus les que 2 2, auxquels mais tu les fais 2 référence. principaux. Les 2 Bah, dis-moi, principaux, OK, à tu quoi me vas-y, dis-moi à quoi tu fais référence, parce que sûrement que je vais tu pas tu te répondre, ce que tu attends. tu non, je n'attends rien, c'est est-ce que tu connais ne serait-ce que 2 courants qui pourraient, potentiellement, être adéquats Bah, à il ce y en dont avait, j'évoque? pendant très longtemps, on a cru que, dans le sperme humain se trouvaient, des mini êtres humains. Les tout petits êtres humains qu'on pouvait pas voir et qui ensuite, donc grandissaient une fois qu'ils étaient dans le corps de la mère. Ça a été quelque chose jusqu'à à peu près au 18e qui a été très populaire et je crois que c'est début 19e qu'on a commencé à parler des spermatozoïdes. Très bien. Tu as cité le premier courant, c'est la préformation. Donc tu l'as décrit partiellement. C'est le fait qu'on considérait que, comme tu l'as dit, d'ailleurs on a des images, on a des sortes de schémas qui montrent des petits humains dans les gouttes de sperme. Effectivement, c'est la thèse de la préformation. Donc beaucoup adhéraient à cette thèse de préformation. D'ailleurs, dans son traité, Aristote lui-même va mettre un taquet à Hérodote,
qui considéraient qu'on était des mini-humains dans le sperme. Et ensuite, on a le deuxième courant auquel adhère Aristote, c'est l'épigénèse. En gros, tu vas avoir formation successive des divers organes et des divers composantes du corps. Et en l'occurrence, le Coran tranche, par exemple. C'est étonnant. Étonnant que le Coran pardon, tranche, parce que le Coran, toi et moi, on l'a compris, il adhère à quel courant? Mmh. En tout cas, il est en adéquation avec quel courant? Ah bah, en tout cas, le Coran ne dit pas qu'il y a des mini êtres humains dans le sperme, si c'est ça que tu veux me faire dire. Exactement, le Coran est en adéquation, en tout cas, plutôt l'épigénèse, on va dire, est comparable à ce que le Coran cite. Et c'est vers l'épigénèse que les scientifiques se sont portés, en tout cas pour expliquer l'embryologie. Du hasard? Peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que toi, tu vas considérer que un seul scientifique avait la vérité absolue, que les gens n'étaient pas en divergence complète. Et en fait, là où le Coran, et c'est là où je vais citer le mot miracle, puisque le miracle, il y a plusieurs définitions, c'est ce qui rentre en contradiction avec ce qui est monotone, ou enfin ce qui est banal. Mais il y a aussi on va dire partie du miracle, une définition que je vais retrouver dans Larousse qui dit ce qui pousse à l'émerveillement, à la stupéfaction. Pourquoi est-ce que je suis stupéfait? Le Coran va trancher une question, donc 1400 ans avant, va la considérer comme vérité absolue, et à partir du XVIIIe siècle, là, le consensus scientifique va se porter ce sur quoi le Coran tranchait, c'est-à-dire Oui. l'épigénèse. Si le Coran avait, plutôt fait la promotion de, l'autre versant, hein, donc de la théorie, de l'hypothèse plutôt des mini êtres humains dans le sperme, bon, vous auriez eu aucun problème à faire du concordisme et puis à nous dire que finalement, bon, bah, c'était métaphorique et non mais attendez, il faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est évident, comme tu vas le faire tout à l'heure à propos des os qui viennent avant la chair. Alors je ne vais pas du tout le faire et ça va te surprendre, concernant les os, qui arrivent avant la chair, car j'ai plus d'un tour dans mon sac comme on dit, mais moi je ne suis pas des personnes qui dévoient le Coran, et si tu veux, lorsqu'il y a parabole, c'est clairement, ça se voit clairement, et qui plus est, si le Coran avait dit qu'il y avait des êtres humains dans le sperme et cetera, oui, tout à fait, j'aurais potentiellement été, de ceux qui auraient déclaré la véracité de ces allégations. Mais si tu veux, avec des «si», on refait le monde, et en l'occurrence, là, avec mes arguments, je scie les tiens, donc restons Mmh. sur ces «si» là. OK, OK, OK. Donc, quand il y a quelque chose qui est, qui se rapproche de la vérité, dans le Coran, c'est la preuve que, bah, regardez, c'est miraculeux, c'est littéral et cetera. Mais par contre, les eaux qui viennent avant la chair, bon, là, ça correspond pas, donc c'est une parabole. Intéressant. Donc là, on va passer sur, la génération, en tout cas Je vais revenir après, hein, l'apparition de je vais revenir sur les auteurs antiques après, hein, j'ai pas terminé là-dessus, mais là, ah, c'était juste un petit détour. pas de souci, si tu veux continuer, il y a pas de problème, je peux te laisser, Non, 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 je reviendrai après. D'abord, tu peux me répondre sur les eaux et la chair. très bien. Donc ce que tu cites, c'est, encore une fois, c'est la sourate 23 verset 14 ainsi que la sourate 22 verset 5 lorsqu'on nous dit, ثُمَّ كَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Donc nous avons fait nous avons kasaouna, c'est-à-dire nous avons vêtu les os de chair, en l'occurrence de muscles. Donc toi, tu me dis que scientifiquement, les, la chair arrive après les os, c'est ça? Dans l'embryologie? Non, c'est dans l'embryologie moderne, la les os et la chair arrivent de manière simultanée. Très bien. Est-ce que tu peux me donner ne serait-ce qu'une des formes des os lors de l'embryologie? Parce que les os ne sont pas sous forme, osseuse Oui, dès le sous début, forme on est d'accord? cartilagineuse. Sous forme cartilagineuse, et quel est le nom que l'on donne à ces formes cartilagineuses? Le nom qu'on donne à ces formes cartilagineuses, alors là, je peux pas peut-être que si tu me le dis, je l'aurais en mais là, je l'ai pas en tête, non, dis-moi? Donc tu ne l'as pas. Alors, ces formes que l'on don enfin ce nom que l'on donne à la forme des os avant qu'ils ne deviennent os tels qu'ils le sont, on appelle ça des sclérotomes. Qu'en fait, tu vois, les sclérotomes, ils vont apparaître durant la gastrulation. Donc je laisse, encore une fois les auditeurs, pour prouver ma bonne foi, vérifier par eux-mêmes, ainsi que toi, ou peu importe, et voir que les sclérotomes apparaissent bien avant les myotomes, et les myotomes, je te le donne en mille. Qu'est-ce que les myotomes? Ce sont les muscles avant qu'ils ne soient muscles véritablement, avant qu'ils ne prennent leur forme de muscles. Et les sclérotomes arrivent bien avant, et je vais même te dire quelque chose. Le Coran te dit: «Kasawna al-'idhama lahman», les, la chair revêt les os.
Ce qu'on nous dit sur les myotomes, c'est que les myotomes prennent leur point d'ancrage sur ce qu'on appelle les mésenchymes. Qu'est-ce que les mésenchymes? Et je laisse encore Oui, loisir non, à. alors là, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est de prendre des choses qui sont, des muscles en devenir pour dire: «Ah bah regarde, en fait, il y a déjà des muscles». Tu es en train de prendre des choses qui sont des os en devenir pour dire: «Ah bah regarde, il y a déjà des os». Mais donc non, ça permet pas ce que tu fais là ne permet absolument pas de dire qu'il y a une chronologie, qui correspond à la chronologie, coranique. Tu es juste en train de prendre des choses qui sont, bah, des organes, des os, de la chair et cetera en devenir. Évidemment que c'est, l'embryon en soi est un être humain en devenir. Donc tu peux me dire qu'il y a tout dedans, il y a un pancréas en devenir là-dedans et ça, en fait, tu peux le faire avec absolument tout. C'est totalement faux. Et pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, le pancréas en devenir, il va être, cité, par exemple, dans le pas dans le dermatome, pardon, dans l'ectoderme. Donc, je peux pas dire que le pancréas, Il y a quelque chose qui a devient été créé. il y a quelque chose qui devient l'ectoderme et puis qui devient autre chose et puis qui devient le pancréas. À partir du spermatozoïde déjà, à partir du spermatozoïde, il y a la cornée de ton œil qui est déjà en devenir, en soi. Si tu prends Certes, toutes les transformations, si tu dis: «Bah, ouais, mais parce qu'après le spermatozoïde, il va se transformer comme ça et puis il va avoir telle et telle partie et telle partie va se transformer comme ça, puis elle va se transformer comme ça et cetera et cetera». Mais je peux absolument, valider n'importe quel ordre, n'importe quelle chronologie, en fait, avec cette technique. donc dans ce cas-là, ton argumentaire qui signifie, enfin, qui fait exprimer la contradiction au Coran en disant: «Embryologiquement, scientifiquement, les os n'apparaissent pas avant les muscles». Qui est-ce qui a dit cela? C'est toi, donc tu considères que les os et les muscles sont bien présents lors de l'embryologie. On est d'accord? Non, Bah, enfin, lors de la première phase de l'embryologie, il y a des choses qui sont des os en devenir. Il y a des choses qui vont donner des os plus tard, à d'autres stades du développement. Au premier stade, du développement, lorsque le spermatozoïde féconde l'ovule et qu'on a un zygote, ça on n'a ni os, ni chair, ni quoi que ce soit et tout ça va se former de manière simultanée, à partir des, éléments, primordiaux, que sont le spermatozoïde et l'ovule. et donc dans ce cas-là, vu que c'est des éléments en devenir, en quoi est-ce que je trafique en Le faisant Coran mon par contre, argumentaire? parce que le Coran, lui, par contre, il fait une chronologie très claire. D'abord les os, ensuite la chair. Certes, et Voilà. L'embryologie moderne ne fait pas cette chronologie. tu peux me citer la chronologie qu'elle fait, l'embryologie moderne, dans ce cas-là? Puisque je t'ai évoqué ce qu'elle dit, hein, et toi tu m'as dit que Oui, potentiellement je dévoyais l'essence, et cetera. Donne-moi ce on a qu'elle des dit. gam on a d'abord des gamètes, puis ensuite la fécondation, ça devient une zygote, on a la segmentation de la zygote, on a, une implantation, la gastrulation que tu as citée tout à l'heure, on a, et de la gastrulation, attends, hop, je reprends ma hop. Neurulation, plus somite, pliage de l'embryon, les bourgeons, de membres, l'organogenèse, l'ossification, et les muscles en parallèle, donc la période fœtale, qui, dure donc, jusqu'à la maturation et la naissance. Très bien, et où est-ce que dans ce que tu m'as cité, il y a contradiction avec, le fait que le squelette, ou en tout cas l'origine des squelettes, soit formée avant? Ossification ossification et muscles en parallèle, pour moi, ossification et muscles en parallèle, ça veut dire ossification et muscles en parallèle. Ça veut pas dire les os, puis ensuite les os, recouverts de chair. En parallèle selon quoi? Puisque là tu m'as cité, Ouais, ça veut dire que ça se fait simultanément et ça, c'est la vision qu'on a dans l'embryologie moderne. qu'est-ce qui l'apparition des os et des muscles se fait simultanément? Alors apparition, le mot apparition, tu vois, ils apparaissent pas, ex nihilo, hein. Le développement de l'embryon fait que simultanément, on va avoir des matières qui vont se diviser, qui vont se segmenter, devenir des muscles, devenir des os. Il y en a qui vont se durcir, il y en a d'autres qui vont composer des organes et cetera. C'est pas des choses qui se passent dans une chronologie hyper simpliste comme dans le Coran où dans le Coran, c'est très, très clair. C'est d'abord les os, ensuite la chair. Si j'ai pas les connaissances, basiques que j'ai en embryologie, moderne, hein, et que je lis le Coran, j'ai l'impression que d'abord il y a un petit squelette et puis, dans le ventre de la femme, hein, j'ai l'impression que d'abord il y a un petit squelette et qu'ensuite autour de ce squelette viennent pousser, des morceaux de chair et puis ensuite des organes et cetera. Et or, c'est pas du tout ce qui se passe et donc tu es obligé de prendre, voilà, des détours sémantiques pas possibles pour essayer de faire concorder les choses. Je me permets de répondre encore une fois. Donc là, on reste sur l'embryologie, on est d'accord? De On toute façon, reste c'est le sur, sujet les c'est le 9 sujet du mois. débat, de toute façon. C'est le sujet, on est d'accord? Donc encore une fois,
dans ce que tu m'as cité, où est-ce que sont les squelettes, où est-ce que sont les muscles? À quel moment tu me les places, en fait? Puisque je t'ai dit que le squelette tel qu'il est à l'origine, c'est le sclérotome, et les muscles tels qu'ils sont à l'origine dans l'embryologie, c'est les myotomes, et que le sclérotome apparaît avant le myotome. Donc en quoi le Coran contredit cela? Parce que le Coran ne parle pas de sclérotome ou de myotome ou de quoi que ce soit. Il parle pas de segmentation, il parle pas de zygote, etc. Il te parle d'eau et de chair. Donc toi, Oui, tu fais une interprétation ultra extensive pour le faire coller à la réalité. En prenant, allez, alors là, il y a un truc qui va participer aux os en devenir, un autre truc qui va pas participer à la chair en devenir. Alors bon, je vais prendre, tu penses qu'il t'arrange en fait pour essayer de faire coller ça au verset et faire dire au verset ce qu'il ne dit absolument pas. je peux moi aussi dire cela de toi, avec tes argumentaires, et dire que ton approche est discordiste et pas concordiste comme tu le dis pour moi. C'est-à-dire que tu vas prendre ce que dit la science, le tourner à ton avantage, ou en tout cas tourner la science pour faire dire au Coran que ce qu'il dit est faux. Donc au final, Je la regarde telle qu'elle est moi, la science, hein, que les os apparaissent avant la chair ou la chair avant les os. Moi, j'ai pas un dieu, une religion à défendre, hein, donc tu vois, moi, quelque part, je m'en fous, en fait, de savoir si, lequel apparaît avant l'autre. Je veux dire, ça a pas d'impact sur moi. Toi, par contre, oui, tu as un livre à défendre, tu as un dieu à défendre, une religion à défendre et oui, je veux bien comprendre que tu aies besoin de faire ce concordisme. Moi, si les choses arrivent dans un certain ordre, bon, bah, je te dis qu'elles arrivent dans un certain ordre. Qu'est-ce que ça change pour moi? moi je n'ai aucune nécessité non plus. Si tu veux, je crois au livre. Je considère que le squelette. En Oui fait, et donc ça ne tu sert à défendras à rien tout prix. de dire Mmh. cela entre nous. Certes. Donc on défend nos idées, on continue. On continue sur le débat, ça ne sert à rien Ouais. d'évoquer cela. Absolument et Allons-y, donc Walter. bon et donc moi, pour moi, la chronologie du Coran est très claire. Dans ce que tu me dis, toi, c'est extrêmement vague et tu vas aller chercher des termes techniques qui n'apparaissent absolument pas dans le Coran, et qui ne sont ni des os ni de la chair, qui ne sont pas du tout les mots utilisés dans le Coran pour essayer de faire coller. Donc encore une fois, du concordisme, on va peut-être boucler là-dessus. Donc bon, à la limite, admettons que bon, pour moi, du coup, j'ai passé le point sur lequel je pense que le Coran se plante complètement dans la chronologie. Tu es pas d'accord, OK. Donc pour les autres points, alors oui, effectivement, il y a de la chair. Oui, effectivement, il y a des os. Oui, effectivement, il y a un embryon, il y a un bébé. Le sperme joue un rôle. Il y a des choses qui sont vraies, hein, dans ce que dit le Coran, sur, l'embryologie. En quoi est-ce que c'était impossible à connaître au 7e siècle? Bien. Je vais juste continuer, sur, l'embryologie, et je vais répondre dans la foulée à ce que tu as dit. Par OK, exemple, on n'a pas assez, je pense, on n'est pas assez resté sur les versets. Par exemple, dans la sourate 23, le verset 14, on nous dit ceci. On nous dit: «Mudratin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin». Enfin pardon, dans la sourate 22, verset 5. On nous dit qu'on a une mudra, une sorte de chose, mâchée, donc en l'occurrence compactée, et amdir, par exemple, en dalijah, c'est une chose que l'on va compacter dans sa bouche, qu'on va mâcher comme un chewing-gum, qu'on ouais, amdir. Donc c'est, une chose qui est compacte. En l'occurrence, on a des travaux, par exemple, de l'INSERM. On a un article, qui date de 2024, que j'invite, tous nos auditeurs ainsi que toi, Walter, à regarder. C'est concernant le fait que l'embryon, est compact, et que c'est, sa compactibilité qui lui permet, entre autres, son développement, on va dire, de manière, cohérente, et le fait qu'il ne soit pas assez compact peut engendrer des problèmes au niveau de la physionomie du bébé, et cetera. Je vous invite à regarder cela, et oui, là c'est clair encore, que tu as s'il est pas peut-être compact, oui, s'il est pas compact, s'il est en plusieurs morceaux, l'embryon, oui, c'est clair que ça va être un petit peu embêtant pour la suite, quoi. compact, en tout cas dans le fait qu'il y ait une pression extérieure plutôt sur l'embryon. Donc le fait qu'il soit compacté constamment, là moi je veux juste qu'on me donne, un philosophe de l'Antiquité ou un scientifique, ne serait-ce que du Moyen Âge ou de la Mais Renaissance, qui amène cela. Moi je serais encore une très fois, heureux. encore une fois, tu prends un terme super vague, c'est compact, OK? On a un truc qui est l'embryon à l'intérieur d'un autre truc qui est le ventre de la femme, il est entouré de quelque chose et donc bon, bah, il est compacté dans cette chose. C'est comme l'adhérence, tu vois? Bon, bah, ça adhère à quelque chose, c'est collé à quelque chose. Eh oui, mais je veux dire ça, il y a pas besoin ni d'avoir lu Aristote, ni d'avoir lu le Coran, ni d'avoir lu l'embryologie moderne pour dire ça, en fait. Je vois pas du tout en quoi c'est miraculeux que de dire ça dans l'Arabie du 7e siècle.
Il y a pas de problème, tu considères que Al-Moudra, encore une fois, je vais le répéter. Moudra, c'est le fait d'être compacté constamment, et on a un article de l'INSERM qui va appuyer cela en te disant que pour que le développement de l'embryon soit fait de manière, on va dire, bonne, il faut qu'il y ait une pression extérieure qui soit faite constamment. Mais tu peux dire qu'il y a du concordisme, il y a pas de souci, je comprends que c'est ta position, que c'est ta manière de, on va dire, de rétorquer aux choses que je dis. Mais si tu veux, je peux encore te citer une autre chose, puisqu'on est resté sur Al-Moudra. La Oui. Moudra, on nous dit quoi sur elle, Walter? À moins que tu aies, une affirmation autre, et puis, Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on dit sur Al-Moudra? je te pose la question juste pour ça, pour jauger un peu Non, moi je te ton dis, moi travail tu sur le verset. voilà, comme tout à l'heure, moi je te dis tout simplement, tu utilises un terme très général là-dessus, hein, compacté, qui dans le langage courant peut vouloir dire, énormément de choses, et il n'y a pas du tout de précision suffisante pour, dire que l'affirmation du Coran à cette époque-là est miraculeuse. Un truc dans un autre truc, bon, bah, le truc qui est dans l'autre truc, il est compacté, bah, dans le sens où oui, il y a pas de vide, hein, il y a tout, je veux dire, on le voit, le ventre de la femme, il est gonflé, il est dur, et cetera. Tu vois bien que oui, c'est compacté dedans, et encore une fois, compacté, ça peut vouloir tout dire. C'est un terme qui n'est pas du tout un terme scientifique, qui est un terme qui est pas du tout un terme précis, technique. C'est, un terme générique comme ça qu'on balance, et puis après coup, 1400 ans après, eh bien, on vient dire: «Ah ouais, mais regardez, ça correspond comme ci, comme ça». Tu vois, si on avait dit, que c'était pas compact, justement, si le Coran avait dit que c'était pas compact, qu'il avait utilisé un autre terme, antonyme au mot compact, on aurait dit: «Ah mais regardez, l'embryon, eh ben, il a un petit peu de place dans le ventre pour se développer parce qu'il y a le liquide, qui l'entoure, et donc il est pas complètement écrasé, et donc c'est la preuve que blablabla». Tu vois? On peut tout faire, on peut avec n'importe quel terme, je peux te faire ça. Je vois ton avis. En gros, en quelque sorte, tu vas considérer que je vais dévoyer les sens pour les faire coïncider avec ce que dit la science. Or, ce n'est pas ce que je fais, mais admettons Non, que ce pas soit les la dévoyer, position. pas les dévoyer, en faire une interprétation extensive. Très bien. On Je vais encore te citer une autre chose pour voir si c'est extensif. Par exemple, si tu veux, Al-Moudra, donc je vais répéter ma question, puisque ma question elle était la suivante. Al-Moudra, on nous dit quoi que la concernant dans la sourate 24, le verset 13? La 24-13, je l'ai pas sous les yeux, bouge pas, la 24-13, hop, non pas Matthieu 24-13, Coran 24-13. Hop, si seulement, ils y avaient amené 4 témoins, non, pourquoi n'ont-ils pas produit? Non, Voilà 24-13, pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations? 23-14, Ah, pardon. la 23-14, ah oui, OK, la 23-14. Beh, nous avons fait, du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé les os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Très bien. ثم أنشأناه خلقًا آخر. Nous avons fait de lui un autre khalq. Donc en gros, tu as le terme khalq qui est cité plusieurs fois et qui signifie le fait de façonner. En gros, encore une fois, là, je vais encore répéter ce qui a été dit juste avant concernant l'épigénèse. On va avoir cette masse compacte, cet embryon qui était qui avait adhéré à l'endomètre et qui ensuite a été façonné d'une telle et telle manière. Donc on a le fait que le Coran tranche sur l'épigénèse dès le début. Il y a même pas eu besoin de débat sur plusieurs siècles, etc. Le Coran a tranché. Il y a l'épigénèse. Mais si on s'arrête sur Al-Moudra et qu'on prend un autre verset, la sourate 22, verset 5, on nous dit ceci sur Al-Moudra, on nous dit qu'elle a été façonnée, elle a une partie qui est façonnée, une partie qui n'est pas façonnée, la Moudra. Et bizarre, comme de par magie, comme de par hasard, car le hasard, c'est le dieu de notre époque, c'est le dieu qui régit tout, le hasard. On a, lors de la blastulation, ce qu'on appelle la blastula, et la blastula, elle vient de la morula. Donc la morula, c'est quoi? On a appelé morula car c'est une mûre, car on l'a considérée comme compacte, comme une chose qui avait l'air d'être mâchée. Une mûre, morula. Et cette morula-là, elle donne une blastula, et cette blastula, elle a une partie qui n'a pas de cellules mères et une autre partie dans laquelle il y a un liquide qui ne sert en rien à la, on va dire, à la création, en tout cas au façonnement de l'embryon. Et je vous laisse vérifier par vous-même. On appelle cela le blastocèle. OK. Alors Et encore une peut-être fois, que vous là, allez me ce dire, que tu me dis, c'est des termes très précis. Heu, substance mâchée,
C'est un terme, par contre, qui n'est pas très précis, qui est extrêmement générique. Alors admettons que oui, que l'embryon à certains stades, il puisse ressembler visuellement à, une substance mâchée, à un chewing-gum, hein, comme tu disais tout à l'heure. C'était impossible de voir que l'embryon ressemblait à un chewing-gum au 7e siècle? Personne, il y avait jamais eu de dissection, il y avait jamais eu de fausse couche? Non, moi, je te dis pas que c'est impossible de voir telle ou telle Ah, chose. OK. Moi, je te dis que la conjonction de toutes ces choses et le fait que le Coran tranche sur des débats qui ont eu lieu pendant plusieurs siècles, là, ça pose question et surtout que là, par exemple, il y a une chose qu'on ne pouvait pas voir concernant le blastocyste, le fait qu'il y ait une partie qui n'ait pas été touchée durant l'embryogenèse, pardon, qui est le blastocèle et que j'invite tout le monde à vérifier. Le blastocèle, encore une fois, c'est un liquide. C'est une chose qui ne possède pas de cellules en elle. Comment est-ce qu'un homme pouvait établir le fait que en tout cas l'embryon, une de ses parties, on n'y a pas touché, elle n'a pas été façonnée, et une autre, il y a des cellules à l'intérieur. On a modifié son caractère à celle-ci, on a modifié son caractère à cette partie. Moi, c'est une question que je te pose. Et tu te rends compte que le Coran ne parle pas du tout de ça, à aucun moment. Tous les Ça termes veut que dire, tu as tous les termes que tu as employés, tous les concepts que tu as, utilisés là à l'instant, le Coran ne parle pas du tout de ça. Il te parle d'une partie façonnée, d'une partie pas façonnée. ça Et signifie toi, quoi? à partir de ça, beh, ça peut signifier un milliard de choses et donc toi, bon, encore une fois, tu le fais concorder à ce qu'on observe aujourd'hui. Tu prends quelque chose que, tu prends 2 choses dont tu estimes que enfin, une qui est face je vois même pas comment encore une fois, on est dans le concordisme, tu prends des termes qui sont ultra génériques, qui sont absolument pas précis, dans le Coran et tu les fais coller à la science moderne, en nous disant, que ce liquide-là correspond à la partie pas façonnée, alors que le fœtus, lui, correspond à la partie façonnée. Mais ça, c'est Pharès qui le dit. Le Coran, il le dit pas ça. Très Que bien, ça corre que Fares. façonné, ça correspond à A et que pas façonné, ça correspond à B. Le Coran, il le dit nulle Moi part ça. moi moi, j'ai une question à te poser dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par exemple, donne-moi une interprétation qu'on pourrait avoir concernant, mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin, par exemple. Mmh. Bah, on peut voir que, avec des dissections, avec des fausses couches, on peut voir que, bah, il y a une poche qui ne change pas énormément aux différents stades de l'évolution de l'embryon et qu'à l'intérieur, il y a un truc qui évolue. Par exemple, hein, ça peut être ça ou plein d'autres trucs. Une On poche? voit que l'embryon, lui, il grandit, qu'il a des, qu'aux différents stades, il a des, voilà, il a une forme différente, un aspect différent et cetera et que la poche et que et que les organes, tout ce qu'il y a autour dans le ventre de la mère, ça, par contre, ce n'est pas façonné, ça ne change pas. Enfin, ça, c'est une interprétation Non, que je prends comme ça, que je sors de nulle part, exactement comme la tienne. écoute, voilà, par exemple, l'interprétation que tu as citée, si tu veux, si je devais, avoir à en discuter, je dirais simplement que là, on parle de la mudra, on parle de l'embryon, on ne parle pas de ce qu'il y a autour. Donc encore une fois, on prend l'embryon, on prend ce qu'il y a, ce que l'on connaît toi et moi de l'embryon et du travail que l'on a fait toi et moi, concernant le Coran et concernant l'embryogenèse. Encore une fois, qu'est-ce qui pourrait coïncider selon toi au fait que l'embryon soit mukhallaq ou ghayri mukhallaq à un certain moment? C'est à un moment donné, moi, je fais rien coïncider. En fait, moi, je suis juste dans le constat. Je suis pas dans le concordisme ou quoi que ce soit. Moi, je constate. Je constate une chose, c'est qu'on essaie de contredire le Coran avec la science moderne, avec les connaissances que l'on a et la perception que l'on a de la science moderne. Moi, humble personnage, humble individu qui regarde le Coran et qui regarde la science moderne, je me pose, je lis, je regarde et je me dis, tiens, ça, ça fait référence à ça. Le Coran fait référence à cette chose. Le Coran fait référence à ce stade. Tu peux considérer que je me trompe, mais de là à me faire porter le chapeau et à me dire je fais du concordisme, très sincèrement, c'est toi qui viens avec la contradiction en disant que le Coran a faux scientifiquement. Moi, je te Ah là, réponds j'en par suis la plus là, hein. science. Je suis plus sur l'argument du Coran info scientifiquement, hein. Là, je suis sur les parties qui peuvent, correspondre à des vrais stades de l'embryologie. Il y a rien de miraculeux parce que tout ce qui est dit dans le Coran, peut être connu par les êtres humains du 7e siècle. Je suis plus sur, l'erreur Très bien, tu es scientifique là. plus sur l'erreur scientifique. Bah, allons-y sur les humains qui On avant y le est déjà, 7e siècle qui pouvaient le on y est savoir. déjà. Bah, donne des arguments puisque là, pour le moment, j'en ai pas entendu. Ah bah, écoute, c'est peut-être que tu as mal interprété celui d'avant, mais le fait que, donc là, tu me dis, il y a une partie qui est façonnée, une partie qui est pas façonnée, ça ressemble à une substance mâchée, des choses comme ça. Voilà, à chaque fois, c'est des termes qui sont extrêmement génériques, c'est des termes qui apparaissent dans le Coran et qui sont surinterprétés.
pour les faire coller à la science moderne. Il y a rien là-dedans qui ne correspond pas à ce qu'on pouvait voir, enfin qui correspond à, pardon, à ce qu'on ne pouvait pas voir au 7e siècle de notre ère. Substance mâchée, je dis, il y a eu des fausses couches, il y a eu des dissections dans les époques pré-islamiques, moins dans les époques médiévales parce que bon, c'était un peu tabou, mais il y a eu tout ça, à la fois sur des êtres humains et sur d'autres mammifères. On a très bien pu observer les stades de l'embryologie sans vraiment les comprendre. Hein. Justement, on n'avait pas tous les détails qu'on a aujourd'hui avec les techniques modernes. Donc, bon, on décrivait simplement ce qu'on voyait avec nos sens. Et puis bon, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce de petit truc comme ça moche qui peut faire penser à un chewing-gum. Oui, je sais, les chewing-gums, ça n'existait pas à l'époque. Et voilà, donc à l'époque, un être humain qui voit ça, bon, il a l'impression que c'est un truc qu'on a mâché. Et puis bon, bah, il nous dit quoi? Il nous dit: «Oui, moi, c'est une substance, mâchée». Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il voit avec ses yeux, ça ressemble à ça, selon lui, avec ses yeux et il va pas plus loin. Et après, on a des gens, 1400 ans plus tard, qui nous disent: «Oui, mais en fait, substance mâchée, voyez-vous, c'est» et surinterprètent le truc pour lui faire dire ce qu'il dit absolument pas. Mmh. Très bien. Moi, j'aimerais juste avoir j'avais juste une question déjà, puisqu'on avait pu citer Aristote et cetera. On avait pu citer Galien avec, son ouvrage Perispermatos, donc, à l'origine, depuis l'origine du sperme, où il va retracer effectivement l'embryologie. Déjà, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'avant Mohammed, il y avait une unanimité, un consensus concernant l'embryologie? Non. Très bien. Ensuite, avant Mohammed, est-ce que tu avais une sorte de, traité qui, ne serait-ce que d'une personne qui admettait que c'était la véracité ce qu'elle disait et que ça venait du divin? Je ne sais pas. Donc, je vais dire que a priori non, sauf si on me le montre, mais non, j'ai pas de texte en tête, qui prétendent être d'origine divine avant Mohammed et qui parlent de l'embryologie. J'ai des textes, antiques, de la Grèce antique qui, prétendent se baser sur l'observation et sur des déductions logiques. Très bien. Par exemple, on a un scientifique, donc là, on va aller un peu plus loin maintenant, on va aller après Mohammed. On a un scientifique, du nom de Carl von, Baer, de mémoire, ou, d'autres, et consorts qui citent, encore une fois la préformation, donc, qui jusqu'en 1750 de mémoire, aux alentours de 1750, considérait, encore une fois, je vais rester sur la préformation puisque c'est intéressant ce clivage, et qui considérait qu'il y avait, comme tu l'avais cité juste avant, des mini-humains dans le sperme ou des mini-humains dans le patrimoine, de la goutte. Et on est d'accord, oui ou non, que le Coran tranche sur cette question avant même que cet homme ait vu le jour, 1000 ans avant lui. Lui qui est né au XVIIIe siècle et qui considérait que la préformation était une Encore une vérité. fois, le Coran reprend une des thèses qui était présente à l'époque. Là, coup de chance, sur les 2, c'est tombé sur la bonne. Si c'était pas tombé sur la bonne, bah, tu m'aurais dit que c'était une parabole. Très bien. Donc le Coran a vrai et a tranché et a considéré que c'était la vérité vraie. Et toi, tu me dis que c'est un coup de chance, donc effectivement, le hasard et la chance font Mais partie ça aurait rien intégrante de changé, l'argument. ça aurait Très rien bien. changé. S'il avait pris la thèse des mini-humains, le Coran, ça n'aurait rien changé. Tu m'aurais dit: «Ah, quelque part, bon, le spermatozoïde étant un humain en devenir, c'est une parabole, c'est une simplification, Ah évidemment, non, c'est». non, non, vu que le Coran te cite, le fait qu'il y a développement de la chair et des os. Je n'aurais jamais pu te dire que, c'est un humain, par exemple. Là, j'aurais rien pu te dire. J'aurais juste dit: «Bah, écoute, c'est faux, qu'est-ce qu'on peut faire?» Pour la préformation et l'épigénèse, franchement, je ne sais pas comment tu peux te dépatouiller. Là, le Coran tranche sur une question qui a fait clivage parmi, des centaines de scientifiques. Mais c'est de la chance pour toi et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'en débattant avec des athées, malheureusement, la réponse finale, ce sera soit c'est de la chance, soit c'est du hasard, soit la nature fait bien les choses. Et j'ai déjà Enfin, montré un point sur lequel le Coran avait faux tout à l'heure, puis tu as essayé de te dépatouiller justement en me disant: «Oui, mais en fait, il faut l'interpréter de manière super extensive pour essayer de faire coller les morceaux, à la vérité». Et bah, si on avait eu, cette autre erreur, évidemment, il peut pas faire que des erreurs, tu vois? Même une montre cassée, elle donne l'heure juste 2 fois par jour. Et au Coran, évidemment, il peut pas dire faux sur absolument tout, sur l'embryologie. Il y a forcément des points, sur lesquels ça va correspondre plus ou moins à la réalité. Donc ces points qui correspondent plus ou moins à la réalité, tu me dis: «Ah regarde, c'est fantastique, ça correspond à la réalité», et les points où ça ne correspond pas à la réalité, tu me dis: «Oui, mais non, mais en fait, il faut prendre des termes très génériques, très simples et les surinterpréter pour leur faire dire des choses extrêmement techniques qu'on a découvertes 1400 ans après». bien. Encore une fois, après, ça c'est libre à chacun de se faire son avis, que ce soit dans l'audience ou
même pour moi. Et encore une fois, l'argumentaire que tu m'as donné concernant le squelette qui vient avant la chair, j'ai répondu avec des arguments, j'ai répondu avec des notions scientifiques, j'ai répondu avec ce que l'embryologie nous cite. Maintenant, toi, tu considères que le squelette n'existe pas, les muscles n'existent pas quand l'embryon est là. Dans ce cas-là, ton argument en fait n'existe pas aussi, vu que tu considérais que le squelette ne vient pas chez l'embryon, ne vient pas avant les muscles. Mais dans ce cas-là, moi, j'aurais très bien pu te dire, bah écoute, vu que tu considères qu'il n'y a ni squelette ni muscle dans le processus embryonnaire, bah, passons à autre chose. Enfin, à un moment donné, il faut se mettre devant ses arguments. Et on est passé à autre chose. Là, je suis revenu, vite fait en arrière, mais on est passé à autre chose si tu as pas remarqué. Très bien. Donc, est-ce que tu aurais Là un autre oui, argument qui invaliderait, avec l'Antiquité, mmh. avec les savants antiques, le Coran? Donc bon, qui invalide, hein, le l'argument qui invalide, c'est la chronologie. Moi, je suis déjà passé sur l'argument qui invalide. On n'est pas d'accord là-dessus et on va pas boucler pendant 1 heure et demie sur ce point précis. Mais donc, voilà, on a Hippocrate, on a Aristote, on a Galien, on a tous ces textes-là. Tiens, dis-moi, est-ce que ces textes-là d'Hippocrate, de Galien, d'Aristote, est-ce qu'ils étaient accessibles, aux Arabes du 7e siècle? Ces textes-là, en tout cas, par exemple, pour Aristote, j'ai pas souvenir qu'il y ait des copies qui aient été répandues. Après, historiquement, c'est possible. Il y avait des traductions grecques des traductions en arabe de certains textes grecs. En l'occurrence, pour l'ouvrage de Galien, Périspermatos Galien est un peu moins connu qu'Aristote. Donc, ça me paraît, heu, ça me paraît être peu probable pour lui, en tout cas. Mais c'est D'accord. possible. D'accord, parce que tu sais que, les ces idées-là, elles étaient, donc les œuvres, de ces 3 auteurs, pour pas citer, comment ils s'appellent? Popcriphe et puis, et d'autres, elles circulaient largement, en syriaque, en langue syriaque et en langue persane, donc dans des espaces, très proches de la péninsule arabique qui n'était pas une planète éloignée dans un autre système planétaire, hein. C'était, voilà, ils avaient des contacts avec le reste du monde. Et est-ce que tu connais le principe de parcimonie? Qu'on appelle aussi le rasoir d'Occam? Le rasoir d'Occam, c'est le fait qu'il faut expliquer des choses de la manière la plus simple possible, non? Oui, sans avoir, recours à des hypothèses ad hoc ou, le moins d'hypothèses ad hoc possible. Il faut pas essayer de Oui, multiplier les hypothèses non vérifiées. Voilà. oui. Donc, là, j'ai 2 hypothèses. Donc il y a des êtres humains qui ont eu accès à des travaux d'autres êtres humains et qui en ont fait un résumé, certes grossier avec, bon des inexactitudes, avec, tu vois, c'est pas ça colle pas forcément trait pour trait, mot pour mot, virgule par virgule au texte, mais ça y ressemble. Donc ça, je sais que reprendre des textes, écrits avant nous, des humains qui reprennent des textes écrits par d'autres humains et qui les font leurs. Je sais que ça existe, je sais que c'est possible, c'est pas une impossibilité. J'ai pas besoin de recourir à des hypothèses surnaturelles pour expliquer ça. Ou alors, il y a un Dieu créateur de l'univers, omniscient, omnipotent, et cetera, qui a fait descendre ça sous forme de révélation et qui l'a donné, aux êtres humains, tels quels. Ça me demande, bah, de vérifier, l'existence de ce Dieu. Ça me demande de vérifier, qu'il est rentré en contact avec les êtres humains, que, tu vois, la perfection du livre et cetera et cetera. Ça multiplie énormément d'hypothèses ad hoc. Donc est-ce que tu comprends que parmi les 2 hypothèses, concurrentes, donc des humains qui reprennent des travaux d'autres êtres humains, d'une part, et un Dieu omniscient qui fait descendre, magiquement, les informations sur les êtres humains, je privilégie la première hypothèse. Très bien. Donc tu appliques le rasoir d'Occam à ta manière, en considérant que l'une des 2 hypothèses était la plus simple, on va dire, et la plus Parcimonieuse. adéquate à la parcimonieuse, exactement, la plus adéquate avec ce qu'il y a de plus simple. Moi, je te réponds, d'une part, la situation que tu as évoquée là, concernant le fait qu'il y ait une copie qui soit arrivée aux mains de Mohammed, puis qu'ensuite il ait fait son cherry picking, Il y a pas besoin donc qu'elle soit déjà arrivée aux mains de Mohamed. ou qu'elle soit arrivée aux mains d'un de ses compères et qu'ensuite Par exemple, ouais. il ait repris les études de son compère et qu'il les a intégrées, de manière à faire, des rimes avec, ses études et les a intégrées dans un verset d'une sourate. Très très bien. Donc moi, il me faut la preuve puisque là, on est en train d'y faire des hypothèses. Donc il y a pas de problème. On est en train de conjecturer. Donc ensuite, comme c'est de la chance, il a réussi à tomber, ou en tout cas, l'un de ses compères a réussi à tomber sur la bonne, lui a donné, et en lui donnant, Mohammed l'a intégré, en considérant que c'était la vérité venant de son Seigneur, et en l'intégrant, hop là, la chance, on est arrivé à notre temps, et l'épigénèse a été, validée par les scientifiques.
et fait consensus et unanimité. Écoute, là, si on applique le rasoir pardon, d'Occam, si tu veux, moi, le Ockham. plus simple, c'est de dire pardon, d'Occam. Si tu veux, le plus simple, c'est de dire qu'il y a une entité qui nous dépasse et qui dépasse tous les savants de l'Antiquité par sa connaissance, qui avait la vérité. Il a transmis à un prophète et qui l'a mis par écrit, tout simplement. Pourquoi est-ce que je vais conjecturer et dire tel ouvrage aurait pu être mis dans la main de telle personne qui aurait pu le lire, etc. Là, qui est-ce qui raisonne de manière difficile et complexe? Parce que des ouvrages qui sont écrits par des humains, qui sont mis dans les mains d'autres êtres humains, ça, on est d'accord que ça existe. C'est quelque chose auquel on assiste régulièrement. Des humains qui écrivent des livres et qui les transmettent à d'autres humains qui les utilisent. On est d'accord, ça existe, ça, il y a aucun doute sur le fait que ça existe. Oui. Voilà. Alors que bon, l'existence, d'Allah, la révélation et cetera, ça reste encore à prouver. Ouais, selon toi, effectivement, les preuves ne sont pas assez flagrantes. Donc, tu considères qu'il reste encore des choses à faire. Mais moi encore, je te rejoins sur une chose par contre, concernant ta situation. Concernant le fait que ce soit une preuve, ce soit «le plus simple» entre guillemets. Moi, je suis d'accord, pour une personne, on pourrait se dire: «Tiens, c'est le plus simple. Il aurait pu av faire telle chose et cetera». Mais moi, il me faut juste aussi la preuve dans ce cas-là, que ça aurait pu arriver, qu'il y a des ouvrages de Galien, des ouvrages de Aristote qui aient été donnés ou qui existaient en arabe à l'époque de Mohammed, par exemple, et que ça a réussi à parvenir jusqu'à Quraysh. Ça, par contre, je crois pas qu'on ait de preuves et je crois pas qu'on ait de récits qu'on qui existent, ne serait-ce que chez d'autres personnes antérieures à eux, qui le prouvent ça. À moins Bah, que tu on a aies des une source historique. on a en tout cas, les traductions, en syriaque et en persan, de ces ouvrages-là, qui du coup ont circulé dans des civilisations qui étaient, mitoyennes à la civilisation arabe et donc ça me paraît, tout à fait probable que les Arabes qui, encore une fois, ne vivaient pas sur une autre planète, y aient eu accès. Si les Grecs ont produit ça, que, les Syriaques, que les Perses et cetera, y ont eu accès, pourquoi qu'est-ce qui fait que les Arabes magiquement, voilà, ce seraient les seuls de toute la région, qui n'auraient pas eu accès à ces livres? C'est ça qui serait surprenant. Tu aurais par exemple une des traductions de Périspermatos en syriaque, juste le nom d'un des ouvrages pour qu'on puisse vérifier, que l'audience pardon, puisse vérifier aussi. Heu, Périspermatos de Galien. bah, ce serait le même titre. Après comment on dit ça en syriaque, non, j'avoue que je ne sais pas comment on dit ça en syriaque. Non, ne serait-ce qu'une référence ou à quel moment est-ce que la traduction a été faite. Pareil pour l'ouvrage, le traité d'Aristote et l'origine des animaux. Enfin, si ne serait-ce qu'une preuve de la traduction en syriaque ou en Oui, perse, moi ça me va, mais quand est-ce qu'elle a été faite? Moi c'est ça qui est pertinent. voilà, hop, on a par exemple là le Collège de France, hop, qui nous dit, traité de nin Paul le Perse, philosophe syriaque, Donc là, on a, alors non, ça c'est pas une traduction, ça c'est un philosophe, syriaque qui cite du coup les travaux d'Aristote. C'est pas une traduction pure et simple, mais les travaux d'Aristote sont, cités par, un philosophe, de langue syriaque de l'époque, par exemple. Très bien. Là, mais sinon après bon, la traduction telle quelle, j'avoue que non, j'ai pas sous la main le PDF, de la traduction syriaque, des travaux d'Aristote, hein. Ouais, donc on n'a pas de preuves concrètes, donc pas de souci. Ah, par contre, on a des preuves concrètes que oui, les, Syriaques, les Perses avaient accès au traité, d'Aristote, au traité de Galien. On a Ils des avaient preuves accès à que tout, oui, c'est des choses qui il y a pas de bah problème. oui, évidemment, évidemment. Et moi je voulais juste les ouvrages en tant que tels ou même des ouvrages même pas, on cite que Aristote et Galien, mais on peut citer Hérodote, on peut en citer d'autres, on peut citer Hippocrate, comme tu as cité juste avant. Moi, il y a pas de problème, mais c'est juste que je veux les preuves tangibles, pas simplement de la conjecture ou de l'hypothèse qui amènerait à valider, nos Mais thèses. le fait que ces textes soient arrivés jusqu'à nous aujourd'hui, c'est bien qu'ils ont circulé. Ils ont circulé Mmh, partout. La connaissance, ça se garde pas jalousement dans un coin ou alors ça disparaît, en fait, quand c'est le cas. Si, on a encore accès plus de 2000 ans après, aux écrits, des philosophes grecs, des médecins grecs et cetera, c'est parce que justement ça a massivement circulé, en fait. certes, mais il y a certaines civilisations par exemple qui étaient reclues. En l'occurrence, je peux citer la civilisation nippone et cetera ou d'autres civilisations comme la civilisation Oui, qui ont arabe. accès beaucoup plus Ah, elle était tard. un peu reclus, mais elle pouvait avoir accès tout de même, par le commerce et cetera, par les voies commerciales.
ou comme tu l'as cité, au plus tard, avoir accès à ces textes. Et c'est le plus tard, c'est la chronologie, moi, qui m'intéresse. En l'occurrence, là, tu ne m'as pas apporté de preuves concrètes de temps, de date. Là où moi, je t'ai apporté des dates concernant l'épigénèse, je t'ai apporté des dates concernant la préformation. Là, tu ne m'apportes aucunement de date, aucunement de temporalité concernant ces possibles ouvrages et c'est leur possible, le fait qu'ils soient possiblement répandus chez les Arabes. Moi, je veux juste Qu'ils soient des preuves concrètes. qu'ils soient possiblement répandus, elles sont pas possibles, c'est pas possiblement répandu, c'est évidemment répandu. Pourquoi? Encore une fois, les Arabes, du 7e siècle, ils vivaient pas sur Mars. Ils vivaient juste à côté de ces civilisations dans lesquelles ces textes circulaient déjà. Walter, moi simplement, je voudrais juste, ne serait-ce qu'un savant arabe ou pré-islamique, ou une personne, une entité, qui ait eu accès, qui ait fait ou qui ait parlé de ces textes. Est-ce que tu aurais le témoignage d'un seul arabe, par exemple, qui fait témoignage de cela? J'ai non, j'ai pas un arabe, j'ai un perse, Paul le Perse par exemple, qui, du C'est-à-dire? coup, qui vit au 6e siècle, et bon 6e siècle, hein, du coup on est juste avant Mohammed et on est dans une civilisation qui est, mitoyenne à la civilisation arabe. Très bien, Paul Lepers qui n'a même pas fait de traduction, qui juste cite l'ouvrage, c'est ça? Oui, qui le reprend, qui le cite et puis qui retravaille par-dessus. D'ailleurs, j'ai mis le lien du Collège de France dans le textuel. Très bien, et pas de témoignage ou aucunement de preuves concernant, possible savant arabe? Mmh. On a et donc, là-dedans, bon, c'est pas un truc que j'ai comme ça dans mes connaissances, hein, c'est un contrôle F que j'ai fait sur le document que je viens Il y d'envoyer. a pas de problème. Donc, Madkour, l'Organon d'Aristote dans Le Monde arabe, Paris 1969, page 3. Sergius avait fait la même, marque: «La logique est nécessaire, du moins qu'on ait reçu la faculté divine, l'objet de la science est le nécessaire et la logique est conçue comme, faisant», bon, ouais, si tu regardes, donc ça parle, de ça à la page 11. À la page 11, on parle, donc du fait que Aristote, a été, donc les écrits d'Aristote ont été présents dans le monde arabe. Alors le philosophe arabe, Ahmad, Miskawayh, cite dans son traité sur le bonheur un long texte de Paul, qui donne mais c'est après coup par contre, c'est 10e siècle, c'est après, donc c'est après Miskawi Mohammed. Miskawi, ça doit être de l'ordre du 950, non? Si je dis pas de Ouais, bêtises ouais, ou en tout cas, oui, c'est autour de ça, c'est le 10e siècle, mais oui, OK, c'est pas, tiens, là, on a, Harkoun, donc les citations de M. Harkoun, l'humanisme arabe du 6e, non, du 4e, pardon, au 10e siècle. Meskawi, philosophe et historien, Donc oui, là, on a des bon, je vais pas faire, une lecture là en direct, ça va être chiant, mais en tout cas, oui, si tu prends le lien que j'ai envoyé et que tu mets arabe dans, le contrôle F, bon, tu verras des références, tout à au fait que, des textes et dans les sources à la fin, là, on a donc 20 janvier, monsieur Henri Huguenard Roche, 4e section, du grec au syriaque, du syriaque à l'arabe. Voilà, des textes qui ont été traduits donc du grec au syriaque et du syriaque à l'arabe. Encore une fois, c'est une évidence que les textes soient traduits, les textes grecs soient traduits, dans plusieurs langues, dont l'arabe. Je vois même pas pourquoi j'essaye de démontrer ça. c'est Bon. tout à fait, c'est une évidence. Mais encore une fois, la chronologie est là. Tu as bien fait de l'omettre, puisque je sais très bien que tu as fait exprès de l'omettre lorsque tu cité ton texte. Le fait que ce soit a posteriori, de Mohammed, et encore une fois, pourquoi c'est fait a posteriori de Mohammed? Car, on va dire que l'expansion musulmane, l'expansion Mmh. arabe, s'est faite après ce dernier et que c'est là où on va dire, on a été complètement, en tout cas le monde arabe a été complètement ouvert aux populations perses, aux populations grecques et cetera, et qui a pu avoir, ce brassage, intellectuel. C'est là où Mmh. on a eu les Mu'tazila, donc tu as Et cité par exemple, un savant sunnite, qui n'était pas Mu'tazila mais qui avait ce lien avec les Perses, qui a récupéré, on va dire, des connaissances et qui a pu potentiellement les citer, ou qui ait pu y avoir des traductions. Mais encore une fois, tu n'as pas de preuves. Malheureusement, c'est le constat que je peux faire. et Tu n'as al pas de preuves concernant le fait qu'il ait existé oui. une traduction, qui est un savant arabe avant Mohammed qui ait cité, on va dire, ces textes ou qui ait cité ces enseignements. Donc je Alors considère que donc pas de preuves. premièrement, c'est une évidence. En plus, bon, je t'ai donné déjà quelques éléments là, malgré que je trouve pas ça spécialement nécessaire, mais admettons.
admettons l'improbable hypothèse selon laquelle, ces écrits, de l'Antiquité grecque ne sont pas arrivés jusqu'aux Arabes. Ils ne sont pas arrivés vraiment, les Arabes vivaient effectivement sur Mars, ils ont jamais eu accès à tout ça. Si d'autres êtres humains, plusieurs siècles avant eux, avaient été capables de produire cette connaissance, qu'est-ce qui les empêche de faire la même chose? Encore une fois, principe de parcimonie. Il y a des êtres humains, plusieurs siècles avant, qui sont capables de décrire une partie de l'embryologie, alors avec des approximations, avec des erreurs, simplement des constats, comment dire? Des constats visuels, qui font des choses comme ça. S'il y a des êtres humains qui sont capables de faire ça plusieurs siècles avant, pardon, qu'est-ce qui fait que les Arabes ne sont pas capables de faire exactement la même chose plusieurs siècles après? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de recourir à l'hypothèse surnaturelle de l'intervention divine? Je je vais, heu, je vais répondre. Donc d'une part, encore une fois, dans la manière dont tu as présenté la chose, voilà, donc tu dis: «Les Arabes ont vécu sur Mars» et cetera, pour montrer en quelque sorte que c'est absurde, que ce serait absurde le fait que ces textes n'aient pas été répandus. Donc encore une fois, c'est un domaine de niche, l'embryologie. Et un domaine de niche au 6e siècle, au 7e siècle, c'est quelque chose qui on sait la connaissance, on connaît la manière dont la connaissance était répandue à l'époque. On n'est pas à l'époque des smartphones, on n'est pas non plus à l'époque où les traductions étaient répandues, où les gens polyglottes existaient. Donc toi, tu considères que c'est improbable, moi je te considère que c'est le plus probable, le fait que le texte n'ait pas existé. Toi, tu as inversé la situation. Ensuite, pourquoi est-ce que le Coran, encore une fois, et pourquoi est-ce que ce qu'il admet concernant l'embryologie, pour moi, me laisse stupéfait, et je vais répéter ce que j'ai dit juste avant. Le fait que le Coran statue sur certains points de clivage, sur certaines choses, et qu'il y ait un choix qui a été fait par l'auteur en quelque sorte. Pour moi, c'est Dieu, pour toi, ça va être un être humain. Qui est, on va dire, ces descriptions qui rentrent parfaitement en connivence avec on va dire les vues et les perceptions empiriques que l'on a de l'embryologie avec on va dire, avec les outils modernes. Tout cela, si tu veux, me porte à croire, ou en tout cas me porte à considérer le Coran comme n'émanant pas d'un auteur du 6e siècle ou du 7e siècle, mais me porte à croire que c'est une entité qui nous transcende par sa connaissance et qui, encore une fois, a tranché concernant un point de clivage extrêmement répandu, qui était l'épigénèse, la préformation, et qui parle, par exemple, des sclérotomes indirectement. Certes, tu vas me dire: «Ah, il y a pas le terme», mais on s'en fout. Ni terme, Là ni on parle bien du description, ni squelette, terme, ni comme tu l'as description de ce terme. c'est très bien, donc le débat n'a pas lieu d'être selon toi de toute façon, si on part de ce postulat. Puisque Idham et Lahma, c'est pas, ils n'existaient pas dans l'embryon. Donc pour toi, le débat, il a aucun sens. Débat, donc tu as cité 2 mots arabes là, si tu me les redonnes en français Non, peut-être que désolé, je disais, si pour toi la viande et le squelette n'existaient pas dans l'embryon, il y a même pas question de il était là avant ou après, enfin ils étaient là avant ou après. dans Enfin les premiers bref, on va stades, pas dans les premiers stades de l'embryon, évidemment que la chair et les os existent. Moi-même, il me semble posséder de la chair et des os et j'ai été un embryon à un moment. Évidemment qu'ils existent. Moi, ce que je contestais tout à l'heure, dans un des premiers arguments de ce débat, c'était, la chronologie telle qu'affirmée dans le Coran, très bien. qui du coup est fausse et tu as tu as utilisé des termes extrêmement génériques pour leur faire dire ce qu'ils ne disaient absolument pas et enfin voilà, je vais pas revenir là-dessus. Mais là, tu fais comme si je niais, l'existence de la chair et des os. J'ai jamais fait ça. Très bien. Donc voilà, la chronologie étant vraie et ayant répondu à la question avec, ce que dit l'embryologie, tu es venu, donc là, j'ai l'impression qu'on va boucler, mais tu es venu à l'idée de dire que, ah, le Coran énonce des choses vraies, donc ces choses vraies, il les a tirées d'autrui, et ces autrui, c'est en l'occurrence Aristote ou Galien et cetera. Donc il y a aussi une sorte de grécophilie dans notre débat, mais après on peut pas le nier, les Grecs ont apporté énormément à la science, mais qu'est-ce qui te dit que c'est pas des savants perses, comme tu l'as cité juste avant, qui ont eux-mêmes donné des Mais ouvrages, aussi dans le ouais, Aussi, pourquoi pas? j'ai évoqué, hein, le l'improbable hypothèse selon laquelle ces textes, ne sont pas arrivés, jusqu'aux Arabes. Mais à ce moment-là, si, comment il s'appelle? Si Aristote, il est capable d'observer des œufs de poule, je pense que les Arabes, ils sont aussi capables d'observer des œufs de poule. Tu vois? Ils sont capables de Bah, faire les mêmes expérimentations, les mêmes constats, en fait, que Aristote, même à supposer qu'ils aient jamais eu accès à ces travaux.
Très bien. Donc, encore une fois, moi, je voudrais juste, par exemple, un savant de l'Antiquité, n'importe lequel, si tu as un exemple qui prouve, qu'à un moment donné, l'embryon est phas une de ses parties est façonnée et l'autre n'a pas été touchée et en tout cas n'a pas été façonnée. Si tu as un savant de l'Antiquité qui amène cette conclusion, par exemple, dans l'un de ses textes, moi je suis preneur. Encore une fois, ça, il y a rien de, il y a aucune conclusion à tirer du fait que, le Coran parle d'une partie façonnée, d'une partie pas façonnée. C'est quelque chose qui est tellement générique que ça ne veut rien dire et comme ça ne veut rien dire, une partie façonnée et une partie pas façonnée, ça te permet de combler les trous en mettant absolument tout ce que tu veux. Encore une fois, je vais me répéter, mais ça ne veut rien dire et cetera selon ta perception et encore une fois, pour moi, ça veut tout dire et si tu as, on peut partir de ce postulat avec tout ce que disent les savants de l'Antiquité dans ce cas-là. S'ils utilisent des termes que tu peux considérer comme génériques, ce qu'ils disent Ah, ils ne sont quand veulent même plus rien dire. précis. Ah non, ils sont quand même beaucoup plus précis que ce qui est écrit dans le Coran. Eux aussi Par font des exemple, approximations, eux aussi font des erreurs. Je sais pas, chez Galien, donc on a, chez Galien, on nous parle des 4 stades, de l'embryologie où, mmh, donc il parle du stade, séminal, sanguin, le stade où les organes se forment, je sais plus comment il l'appelle et enfin le stade final, hein, le stade où, le fœtus est complètement formé et vivant, enfin viable en tout cas, hein, qui peut sortir du corps de sa mère et survivre. ouais, Il parle donc du fait qu'au stade séminal, donc c'est le sperme qui est prédominant. Il parle du stade sanguin où en gros il y a une masse sanguinolente, encore une fois le caillot de sang que tu ne cites pas mais que beaucoup citent. Les organes, donc il fait une chronologie des organes dans l'ordre dans lesquels ils se créent. Donc encore une fois le mmh, cœur en premier, après mmh, on a le foie, après on a je sais plus quoi, et après on a le cerveau, et il fait une liste comme ça. mmh, Et voilà, tu vois, il fait une description qui est beaucoup plus précise que le Coran. D'ailleurs, le Coran, si tu regardes les descriptions, si je prends le 23-12 à 23-14 et que je prends le 22-5, ça tient en même pas une page. Hein, ce qui, voilà, c'est pas, voilà, mmh, il y a pas un traité d'embryologie oui, tout là-dedans. à fait. Donc, chez les Grecs antiques, il y a effectivement des approximations, il y a effectivement des erreurs, c'est évident, hein, mais ils te font ça d'une manière beaucoup plus précise. C'est beaucoup plus impressionnant de voir, ces écrits-là que de voir, les écrits coraniques, en réalité. Et pourtant, ils ont pas la prétention que ça leur a été révélé par, le créateur de l'univers omniscient. Non, c'est basé sur leurs observations, tout Si simplement. si tu veux, par exemple, donc je vais y répondre encore une fois, je fais un amalgame. Tu vas considérer que ces gens, heu, donnent des précisions, certaines précisions que tu considères comme stupéfiantes, encore plus stupéfiantes que ce que le Coran donne. Encore une fois, Non, non, les précisions qui pas sont données, encore moi plus, pas encore plus, parce que pour moi, c'est pas stupéfiant du tout ce qui est dans le Coran. Mais, ah là, oui, par oui, contre, oui, oui, oui. il y a pas de problème. Il y a rien pour moi en tout cas, donc là on va forcément, c'est pour ça qu'on débat. Pour moi, il y a rien de stupéfiant dans ce qu'ils disent et d'ailleurs, les précisions qui sont données sont comme tu l'as dit, il y a beaucoup de fausseté et si tu veux, je vois pas trop de Chez précisions. Par chez eux, exemple, tu les vois. Oui. Aristote, par exemple, te cite, des textes, religieux aussi, pour amener ses dires, sachant qu'il était croyant aussi. Heu, Galien va rester flou et par exemple va se considérer, comme tu l'as cité, le caillot de sang ou le fait que l'embryon soit un amas de sang, ce qui est faux. Bah, si tu veux, les précisions qu'on amène, c'est des faussetés et préciser le faux pour moi, ça te montre pas que la personne est douée de véracité. Qui plus est, le Coran, pour moi, en tout cas, comme tu l'as cité, c'est pas un traité sur l'embryologie, certes, mais va te citer des faits concernant l'embryologie, des faits que j'ai cités, donc la nidation avec al-ala, l'ablastulation, entre guillemets, avec le fait qu'elle, la boudra soit mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin, et va trancher sur l'épigénèse. Donc tout cela ne te suffit pas, certes, je peux le comprendre, mais de là à dire que le Coran n'est pas assez détaillé pour que on puisse considérer qu'il soit faux. Franchement, Et c'est ton avis, je le respecte, mais à un moment tous donné, les principaux tous les principaux auteurs, en tout cas les 3 qu'on a cités, hein, parce qu'on est resté sur Aristote, Hippocrate et Galien, le tous, parlent alors évidemment qu'eux non plus ne parlent pas d'épigénèse, hein, ils ont pas les termes, ils ont pas les connaissances pour créer ce concept-là. Mais tous,
déjà, ils sont hyper majoritaires à leur époque et tous, ont l'idée de, comment dire? D'organes, de parties du corps et cetera, qui se, développent les unes après les autres. Alors après, qu'il y a eu des penseurs médiévaux, qui ont pas fait autorité, mais qui ont apporté une vision concurrente, du jusqu'à l'époque des temps modernes, OK, et en quoi ça, voilà, en quoi parce qu'il y a des gens qui ont dit des conneries après le Coran, alors le Coran est vrai. Il y a des gens en 2025 qui disent que la terre est plate, alors que le Coran ne nie pas, encore que, voilà, faudrait voir, certains versets et donc le Coran est vrai. Moi, j'ai fini sur mes 35 minutes, c'est pour ça que j'attends juste la conclusion. OK, OK. Bah, on a commencé, je crois, à 3, donc ça veut dire qu'on a encore 3 petites minutes, pour, avant le temps de conclusion. Je sais pas si tu as est-ce qu'il y a un point que, plutôt que de continuer de boucler sur les os, sur, les auteurs antiques ou quoi, est-ce qu'il y a un point que tu veux soulever que tu pas eu l'occasion, de discuter pendant le débat? Non, je tous les points ont été évoqués pour moi. OK, OK. Bon, ben, si tu veux, et si, l'arbitre est d'accord, on peut Oui, passer à bien la sûr, bien conclusion, hein. sûr. Alors, on va passer à la conclusion. Juste Oui? avant, je vous OK. préviens que juste après, on va laisser place au vote. Vous devez voter pour l'argumentation, l'éloquence et la décence. Voter de façon individuelle, et je rappelle que votre opinion sur le sujet et les débatteurs n'est pas censée influencer votre vote. Ça se veut être neutre, objectif. Et vous pourrez également lever la main pour intervenir juste après. Bon, sur ce, Walter, tu as commencé, je te laisse conclure. OK, bon, ben, sans surprise, on a eu droit pendant ce débat à je vais répéter le mot, je l'ai répété je sais pas combien de fois, on a eu droit à énormément de cordisme. On a eu droit donc, de la part de Farès, à, des interprétations hyper extensives, de versets qui utilisent des termes génériques pour, leur faire dire des choses qui correspondent à la science moderne, donc des faits énoncés, des hypothèses énoncées extrêmement, générales auquel on peut faire tout dire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il leur a fait dire exactement ce qui l'arrangeait pour faire concorder le texte avec la vision moderne de l'embryologie, ce à quoi je m'attendais, hein. Alors, on n'a pas eu la partie sur le caillot de sang. Bon, heureusement, hein, parce que là, c'est assez facilement démontable du coup. On a eu droit à donc, une négation, des erreurs du Coran avec, la chronologie entre, les os et la chair, en nous disant que oui, non mais quelque part, comme, il y a des choses qui ensuite vont se transformer en os, qui ensuite vont se transformer en chair, le fait que le Coran dise la chair, vient après les os, bon bah, c'est quand même correct, hein, même si voilà, parce qu'en fait, on a d'autres éléments qui ne sont absolument pas cités dans le Coran, qui vont, selon une certaine réaction, se transformer en chair et en os, réaction qui n'est absolument pas décrite dans le Coran. Et on va faire comme si le Coran, décrivait tout ça. On a des auteurs antiques, qui, des siècles avant le Coran, décrivaient l'embryologie de manière beaucoup plus précise, que ce livre qui se prétend d'origine divine, qui se basait sur l'observation. Ces textes-là ont bien évidemment circulé, ils ont bien évidemment circulé, y compris dans la péninsule arabique. Même dans l'hypothèse très improbable où il n'aurait pas circulé dans la péninsule arabique, ce qui est observable dans la Grèce antique, est également observable au 7e siècle. Si on peut observer des œufs de poule, et en tirer des conclusions dans l'Antiquité, on peut évidemment le faire au Moyen Âge. Il n'y a rien qui n'empêche ça et donc, par principe de parcimonie, comme je sais que les observations humaines et les interprétations de ce qu'on constate existent, il n'y a aucun doute là-dessus, comme je sais que, les, transmission de connaissances. L'être humain a la particularité d'être, un animal qui transmet ses connaissances aux générations futures et aux autres civilisations. Je sais que c'est quelque chose qui existe. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être vérifié, mais c'est quelque chose qu'on constate en permanence. Donc pour moi, ces hypothèses-là sont très parcimonieuses, tandis que l'hypothèse d'un Dieu, parfait, omnipotent, omniscient, qui fait descendre, des révélations sur les êtres humains reste à prouver. Donc c'est par conséquent beaucoup moins parcimonieux. Il y a et donc voilà, on n'a pas besoin d'un Dieu pour dire ce qui est écrit dans le Coran. C'est très certainement, un copier-coller, copier-coller approximatif de ce qui a été fait, en Grèce à l'Antiquité. Même si ça ne l'est pas, ça peut tout à fait être des observations qui sont les mêmes que celles qu'ont faites, les Grecs et voilà, pour moi, il y a absolument aucune raison de considérer, premièrement, que le Coran est d'origine divine au vu des versets sur
pour l'embryologie. Et en plus, on y constate des erreurs pour lesquelles on est obligé de faire preuve de mauvaise foi interprétative assez forte pour tenter de les nier. Voilà, c'est ma conclusion. Et merci à Fares d'avoir accepté ce débat. Je peux y aller par la conclusion? Ah oui, on t'écoute, Fares. Parfait. Donc, comme on aura pu le voir durant ce débat, effectivement, donc les arguments étaient assez téléphonés, vu que c'est des arguments que l'on voit souvent. Mon interlocuteur ici présent n'a pas eu, on va dire, donc je l'avais cité en introduction, donc tout d'abord les bases en arabe, donc il aura fallu que durant le débat, je lui cite des références, que je lui définisse les termes, vu qu'il y a, on va dire, certaines lacunes linguistiques qui existaient d'une part. D'autre part, il a fallu de même que j'arrive et que je lui définisse avec des termes qui sont employés dans l'embryologie, certaines des phases, et que je lui décrive ces phases pour lui montrer que la science ne contredisait pas le Coran. Donc, par exemple, on aura cité les sclérotomes et les myotomes qu'il ne connaissait vraisemblablement pas et que j'ai dû lui citer. Donc, malheureusement, l'embryologie, en tout cas, ce que l'on sait de l'embryologie, contredit ce que nous dit la personne. Le Coran est vrai dans son interprétation des choses. D'autre part, il a cité les savants antiques, donc que ce soit Aristote, Galien, etc. Donc, et une énième fois, il aura fait ce qu'on appelle du discordisme, donc vouloir essayer de créer une sorte de situation, d'hypothèse dans laquelle les savants antiques avaient en quelque sorte répandu leurs textes de part et d'autre, et que les Arabes, dont Mohammed, ont pu avoir des traces de cela et ont pu faire un choix et choisir ce qui était vrai et ce qui était faux et l'intégrer dans un texte religieux, ce qui me paraît très, très surprenant. Donc là, on a des approximations. Donc en fait, l'interlocuteur, Walter, que j'apprécie, et merci à lui pour ce débat, accuse le Coran d'approximation, d'hypothèses foireuses, mais au final applique un raisonnement approximatif et crée des hypothèses pour valider en quelque sorte sa pensée que le Coran provient d'un homme. Et là, on cite souvent le concordisme, donc il ne tarit pas de cela en me disant concordis. Donc moi j'ai un terme que personne n'utilise et que je trouve assez intéressant, c'est discordiste. Donc il y a beaucoup de gens, d'ailleurs on est sur Discord, c'est marrant, mais il y a beaucoup de personnes, malheureusement, et beaucoup d'athées qui sont discordistes, donc qui vont en quelque sorte vouloir avoir un raisonnement négatif concernant le Coran, et vont vouloir à tout prix le, on va dire, le contredire. Et en faisant cela, comme on aura pu le voir durant ce débat, Walter aura d'une part fait preuve de lacune en termes d'arabe, d'autre part aura fait preuve de lacune en termes d'embryologie, donc je ne l'ai pas entendu trop citer toutes les phases de l'embryologie, telles que la nidation, telles que la gastrulation. Malheureusement, on n'est pas assez allé dans les détails, et ça c'est dommage, puisque l'embryologie, c'est un vrai domaine, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont hautement plus qualifiés que moi, que Walter et moi, pour en parler. J'aurais bien aimé qu'on aille plus loin dans ce que dit la science, mais malheureusement, on a été dans les conjectures, donc j'y réponds, par la grâce de Dieu, j'y réponds et j'essaye d'y répondre, et peu importe ce qui arrive, le Coran est vrai, et merci à vous d'avoir écouté notre débat. Eh bien, merci beaucoup, débatteur. Alors, je lance le vote qui apparaît dans le chat, dont vous devrez donner au total 6 notes. Les notes de 1, 2 et 10 doivent être justifiées. Et je rappelle, voter de façon neutre. Sur ce, je vais déjà faire monter Raptor. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez avoir votre tour de parole. Bonjour à tous. Merci pour ce débat à vous deux. Salut. Bonjour, merci à toi. Je viens juste pour la vérification de certaines informations qui m'ont été données durant ce débat par rapport à certaines notions d'embryologie. Pas de problème, Alors, si je me trompe, Fares, tu as évoqué le sclérotome comme apparent pour les myotomes, d'accord? tout à fait. Alors, en réalité, chez les amniotes, on en fait partie, quand ton solite se différencie, tu vas avoir d'abord tu vas avoir un tissu intermédiaire qui va se former, qui est le dermiomyotome, puis du myotome très rapidement, et dans l'intervalle qui va suivre un petit peu après, tu as le sclérotome qui va apparaître, mais le sclérotome, attention, ce n'est ni de l'os, ni du cartilage. C'est juste un dérivé
du mésoderme qui a une capacité de dérivation plus tard en plusieurs tissus intermédiaires. Mais ce n'est ni du cartilage ni de l'os. Alors que le myotome, c'est directement un précurseur des cellules musculaires qui sont déjà en train de se mettre en place à ce moment-là. Est-ce que je peux me permettre Je mets les de papiers, contre- je mets des Il n'y a, papiers pas dans de- le chat. y a pas de problème, on va vérifier. Euh, les sclérotomes, le fait qu'ils ne soient pas avant les myotomes, tu le tires d'où? Si tu as un Je t'ai mis screen ou le quoi papier dans le chat. Je Oui, t'ai mis certes, les mais est-ce que papiers dans tu le chat. aurais juste. Oui, certes, mais est-ce que tu aurais simplement la preuve dans ce que tu as cité? Parce que les papiers, juste un screen ou quoi que ce soit, ou tu cites un Justement, auteur ou un c'est mis, scientifique. tu as dans l'étude Evolution of Somatal Compartmentation, a view from Xenopus, donc ils ont utilisé un modèle embryologique qui est Ok. Xenopus, qui est un amphibien, qui est un crapaud de mémoire, mais qui a un Ok, modèle, non, c'est bien. qui a un développement embryonnaire extrêmement similaire au nôtre à ce stade-là, et globalement, ce qu'on sait, c'est que le mésoderme se différencie très vite en myotome avant le sclérotome, et le sclérotome va se différencier bien plus tard en les précurseurs des ostéoblastes. Ok. Et où est-ce que c'est Voilà. dit le fait que les sclérotomes ne. Attends, puisque. Tu as Juste tu alors. as la figure 1. Tu as la figure 1. Très bien, donc moi je vais te donner une source qui dit que les sclérotomes sont avant les myotomes. D'ailleurs, ça c'est vérifiable, hein. Ou juste vous tapez sur internet sclérotome avant myotome, c'est ce que vous voyez apparaître, que ce soit sur Wikipédia ou même un prompt, peu importe, ou vous vérifiez par vous-même. Je suis curieux de voir ça sur Wikipédia, je n'ai pas vu ça sur Wikipédia. T'étais sûr? Attends, Ah, j'en suis certain. sclérotome. Tac. Donc est-ce que tu peux regarder par exemple la MDPI, ce qu'elle dit concernant les sclérotomes? Ah, j'aurais une TPI, ça va être, c'est une revue générale, donc il va falloir un DOI plus précis. Yes. Alors, déjà source ChatGPT, ça commence bien. Oui, Alors, j'ai pris quelques liens concernant les sclérotomes. mmh, est-ce que tu as une citation précise de l'étude qui à ce moment-là? Parce que l'étude me paraît particulièrement vaste. Je vais essayer de te retrouver le moment où on parle des myotomes. Pour la F. Et en plus, j'ai pas envie non plus de monopoliser tout le parce qu'il y a apparemment beaucoup de monde qui veut parler. Donc, Il y a pas de problème. Je vais essayer de te retrouver ça. alors voyons, alors déjà, From Subdomain, j'avais souvenir de l'avoir vu là. Tac, tomes sont avant. Par exemple, le lien Wikipédia concernant les sommites, ouais, c'est avancé, hein, le fait que les sclérotomes soient avant les myotomes. Donc je sais pas sur quelle page t'étais, le bah, Raptor. moi je n'ai pas vu, ça d'ailleurs. J'aimerais bien voir, justement les passages précis, et déjà dans l'étude que tu m'as envoyée, ce serait bien de me citer un passage. Je vais Parce que essayer de me rappeler. pour l'instant, de ce que je lis dans l'étude, c'est simplement qu'il y a des, il y a des gènes OX qui vont intervenir de manière régulière pour rythmer le développement du myotome en même temps que la différenciation du sclérotome. C'est tout ce que je lis. Ce qui ne contredit pas ce que j'ai dit d'ailleurs avant. Parce Je qu'en vais tous les cas, essayer les deux tissus vont coexister. je vais essayer de retrouver le moment où on te parle de l'ancrage des puisqu'en fait les myotomes sont ancrés sur les sclérotomes, de par les mésenchymes.
Donc, Alors, ils sont ancrés sur le mésenchisme, pas sur le milieu, sur ce truc-là. oui, et les mésenchymes découlent de quoi? Le mésenchyme découle du mésoderme. Très bien, et non, et des sclérotomes surtout. Non, en fait, le myotome ne provient pas du sclérotome. Non, mais je ne te dis pas que le myotome provient du sclérotome, je te dis que le myotome. Le myotome, alors, tu as le sclérotome, le dermomyotome, qui sont 2 tissus, on peut dire similaires, qui dérivent tous les 2 des somites, donc directement Et du mésoderme, mais ce n'est pas le même tissu. Ce sont 2 tissus donc, différents, qui sont tous les bon 2 bon, le ancrés sur raptor, le mésenchisme. C'est pas la même le chose. le Attention. raptor, juste prends la page Wikipédia, par exemple, de l'organogénèse et regarde va dans la partie mésoderme et squelette et musculature, et je sais pas sur quelle page tu étais, mais par exemple, dans cette page-là, on te dit bien que les Alors sclérotomes sont avant les myotomes. Donc je sais pas, et alors là, les j'essaie somites, de lire ce que tu as envoyé, je vois pas trop. sclérotome, les cellules somites se disent, cellules, heu ouais, en fait, visiblement, ce que dit la page, c'est simplement que, c'est que le sclérotome, dérive du mésenchyme, mais il ne dit pas que Non, non, le il myotome, dit non, 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 mais non, il dit ensuite. Toi, tu as dit le myotome est avant le sclérotome. Là, il te dit ensuite, la partie des somites donne le myotome. Tu as bien une chronologie là. Donc ça te les cellules des contredit. somites donnent des cellules mésenchytimeuses et migrent vers les tubes neurales. Ouais, et Et ensuite, les la partie somites centrale traitant des. dans se différencient des sclérotomes, dermatomes encore au-dessus. Non, mais je crois que tu as pas compris. Regarde le paragraphe d'après. Ensuite, la partie centrale des somites donne le myotome. Et on est d'accord que les myotomes, ils apparaissent après les sclérotomes là. Sauf que les 2 paragraphes sont parallèles là. Et encore Mais de quoi la tu page me parles? semble, me sem le encore la pa ça me paraît encore, particulièrement, ils ont quand même sacrément vulgarisé les choses parce que ça se passe pas comme ça dans les faits. OK, si tu le dis. Bon, écoute, moi je t'ai donné, ne serait-ce qu'une. Je vais pas monopoliser plus la Ouais, discussion parce que ouais, parce que là, visiblement, c'est un peu faux ce que on tu dis, s'entend ouais. pas là-dessus. Ok, bah Ouais, merci j'ai de pas ton l'impression. passage, Raptor. Alors, J'essaierai de te donner, d'autres sources, si tu veux, juste, pas j'ai de les problème. On en discutera à résultats. l'occasion. Alors, Walter, tu as eu 7,23. Fares 6,19. Du coup, Walter gagne. Félicitations aux deux débatteurs. Je mets ça dans Bien joué. grand tournoi. Merci, merci. Merci à En vous. sachant que la majorité des gens dans l'audience sont athées ou agnostiques, hein, donc voilà, c'est les votes, hein, c'est vraiment pour faire participer le public. Il faut pas prendre ça comme voilà, comme à quelque chose de parfaitement objectif. Oui, tu as été Non, il y très a pas bien de problème. noté malgré tout, Fares. Félicitations. Ouais, tu es dans la C'est moyenne honnête, haute. C'est vrai que c'est la moyenne haute. Ouais, si c'est quelques, c'est pas mal. Ouais, c'est honnête de la part de Walter de le dire, et je remercie Walter pour le débat qui a été, très honnête et qui au moins, a été sincère dans ses propos, et merci à tous de nous avoir écoutés. alors, c'est pas encore fini. On va faire monter encore quelques personnes si t'en t'embête pas. Salut, Ah OK, Luzbel. pas de souci. Salut Luzbel. Je pense que la question sera dirigée vers moi encore. Est-ce est-ce que tu nous entends? Il y a des chances. Allô? On t'entend pas, loose belle. Eh ben, c'est la loose belle. Bon, ben, si tu veux pas, on va passer Non, au on t'entend suivant, pas. malheureusement. Bon, bah, au revoir Luzbel. Merci quand même. La prochaine fois, Luzbel. Alors, du À la coup, à la prochaine. prochain, c'est l'élève. Est-ce que toi, tu es dispo, l'élève? El Tilmiz. Ah, Bah, écoutez, félicitations à tous les deux. Ça doit être un misclic parce que j'avais pas vraiment de questions à poser. Donc, félicitations à tous les deux. Et puis, à bientôt tout le monde. Bah, pote, merci à toi. À bientôt. c'était court. Ok, alors bah, le suivant, la dernière personne qui a levé la main, c'est Dems. Si vous voulez également participer, n'hésitez pas. Salut, Et salut, vous m'entendez? ce sera Yes. on entend toi, ce sera la dernière question. Après, je vais devoir y aller, mais merci D'accord, à d'accord, vous pas de tous. problème. Parfait. Bah écoutez, déjà merci beaucoup. Donc débat de qualité. Malheureusement, j'ai pas pu assister à l'entièreté du débat. Bah, vous vous doutez bien, j'ai une question pour Fares. Je sais pas si ça a été abordé
pendant le débat, mais je voulais aborder un truc vis-à-vis justement du Coran. Euh, Toi, ta position, si je comprends bien, Fares, c'est de dire que, bah, je t'ai entendu le dire en fait pendant le débat, c'est de dire que la science correspond relativement bien avec ce qui est écrit dans le Coran. C'est bien ça? Non, moi je te dis pas ça. En fait, Non? ce que je te dis, c'est que la science est à dire que c'est une méthodologie plus qu'une conclusion. La science, par sa méthodologie empirique, va vouloir tendre vers la vérité. Là où le Coran se considère comme étant la vérité absolue. Donc si tu veux, lorsqu'on va faire s'entrechoquer une méthodologie qui veut tendre vers la vérité avec ce qui se considère vers la vérité absolue, théoriquement, on devrait avoir plus de similitudes qu'il n'y a de contradictions. Mais moi, je ne suis pas là pour faire coïncider la science coûte que coûte. Moi, je suis simplement là pour regarder ce que disent les scientifiques, si cela a une portée cohérente, et voir ce que dit le Coran D'accord, concernant ces mêmes choses. Mais je ne suis pas là d'accord. pour faire coïncider coûte que coûte le Coran avec la science. Et- D'accord, je comprends. Et donc pour toi, supposons que on trouve quelque chose dans le Coran qui soit empiriquement faux. Je te donne un exemple. Suppose le Coran il dit un truc du genre la Lune est composée de fromage. On va sur la Lune, on Mmh, vérifie, c'est pas composé de fromage. ouais, Quelle conclusion tu tirerais de ça, toi? c'est une fausseté et le Coran est faux. D'accord. Le Le Coran Coran serait ne dit pas c'est ça. d'accord. Donc, très bien. Ben, en fait, moi, j'appliquerais ce même standard parce que moi, j'ai été élevé dans l'islam et tout. Euh, et en fait, j'appliquerais ce même standard que tu viens d'évoquer pour un truc qui, moi, on va dire, a confirmé les doutes que j'avais vis-à-vis de la religion musulmane. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Euh, Mmh, Tu sais, donc, dans le Coran, on dit, donc dans Surat An-Nisa, premier verset, on dit que l'humanité entière descend d'Adam et Ève et que, mmh, en gros, Allah aurait créé Adam. À partir d'Adam, il aurait créé son épouse et que les deux mmh, auraient peuplé l'humanité entière. mmh, Jusque-là, enfin, tu me suis, c'est la compréhension orthodoxe en fait de l'islam. Euh, ouais, Maintenant, moi, ce que je poserais comme question, c'est comment est-ce qu'on peut faire correspondre ça? Donc, de dire l'humanité entière remonte à deux personnes originales. Ces deux personnes n'ont pas d'ancêtre. Donc, Adam, c'est le premier humain, il a été créé d'argile. Il n'a pas de mmh, parents, de grands-parents. Comment est-ce qu'on peut faire correspondre ça avec la science qui a prouvé que l'humanité a des ancêtres qui ne sont pas humains? Donc, il n'y a pas de premier être humain à proprement parler qui n'aurait pas eu de parents. C'est une longue chaîne qui n'a pas été brisée depuis des milliards d'années de descendance. Et donc, par exemple, toi et moi, on est cousins d'une certaine façon, on partage des ancêtres en commun, mais on partage aussi des ancêtres en commun avec le reste du vivant, avec les autres mammifères, avec les primates. Comment est-ce qu'on peut faire concilier les deux? rien. Donc ça, c'est un tout autre débat, c'est une toute autre question que ce dont on a évoqué. Donc je me permets d'y répondre, mais ça a pas de lien avec, notre débat. Mais le, Adam et le fait que ce soit l'ancêtre commun de tous les humains, tu veux, par exemple, on est d'accord que selon la théorie de l'évolution, ou selon toute autre théorie, on peut avoir des ancêtres communs d'une sous-espèce. Mhm. Donc, par exemple, qu'est-ce qui dit que l'Homo sapiens n'a pas un ancêtre commun avec, est-ce que tous les Homo sapiens n'ont pas un ancêtre commun à eux-mêmes, Ah, par ça, exemple? c'est factuel. Ça, c'est scientifiquement, on sait que c'est vrai. Tous les Homo sapiens qui existent aujourd'hui ont un ancêtre en Ouais. commun. Moi, ce que je te dis, c'est que la science te montre que toi et moi, on a des ancêtres en commun, mais on a aussi des ancêtres en commun avec le chimpanzé, par exemple. Qui ça, c'est pas censé être possible selon le paradigme islamique. Pourquoi? Parce que, en fait, l'humanité n'a pas d'ancêtre selon le paradigme islamique. L'humanité, le seul ancêtre que toute l'humanité possède, c'est Adam. Et Adam n'a pas de parents, en fait. Adam est un être humain et Mmh. Adam n'a pas de parents qui seraient australopithèques ou que sais-je. Ouais, je vois ce que tu dis. Après, concernant la théorie de l'évolution, si tu veux, pour moi, l'humain a évolué. Maintenant, la manière dont il a évolué, pour le moment, moi, j'ai pas là, c'est un tout autre débat, j'ai pas approfondi le sujet.
Mais pour moi, par exemple, on nous dit que de toute chose vivante, enfin, on a tiré toute chose vivante de l'eau. En l'occurrence, Ouais. ça, c'est une chose que la science va citer. Par exemple, l'humain n'est pas de l'eau. Pour moi, il y a eu une évolution entre l'eau et l'humain. Le fait qu'on nous dise que l'humain a été créé à partir d'argile, tu veux, l'argile, pour moi, est on va dire une base pour le vivant possible, plausible. D'ailleurs, on considère que l'argile permet la polymérisation, de l'ADN et cetera et même, est une bonne base pour les protéines. Que pour moi, l'humain, on n'est pas de l'argile. Il peut y avoir eu des stades entre l'argile et nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, on aurait pu parler d'évolution en quelque sorte. Mais écoute, Après, c'est une bonne question, mais j'ai pas assez approfondi pour te répondre, mais voilà ce que non, je peux te dire pour je l'instant. comprends tout à fait. Mais le truc qui me turlupine, frérot, c'est que je sens que tu as une bonne compréhension de la science. Je sens que tu es quelqu'un qui s'intéresse à la science, à l'univers, à la création, comme tu dirais. Et moi, il y a quand même, pour moi, un gros bug dans ce que tu dis. C'est que, bon, effectivement, voilà, ce que tu dis est vrai. Donc, l'argile serait une base dans laquelle la polymérisation des acides nucléiques aurait pu se produire. Mais le truc, c'est que c'est pas ça que dit le Coran. Le Coran dit, dans Surat Ar-Rahman, dit que Allah a créé Adam à partir d'argile comme un potier, en fait, comme de la poterie. Donc, c'est pas la même chose. Et Adam, on sait que c'est un prophète en islam. Adam n'est pas n'est pas un ADN, n'est pas une molécule d'ARN. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas la même chose. Donc, si on dit que Adam, il a été créé d'argile, donc un peu comme un golem, tradition rabbinique, c'est-à-dire il l'a formé à partir d'argile, il a insufflé son âme à l'intérieur d'Adam, et que l'humanité descend de ça, bah, ça c'est une contradiction directe avec ce qui a été démontré scientifiquement. Je veux dire, scientifiquement, on sait que on a des ancêtres en commun avec le reste vivant. C'est pas possible à la fois de dire l'humanité n'a pas d'ancêtres et de dire l'humanité a des ancêtres en commun avec le reste du vivant. Mmh. Ouais, je vois où tu veux en venir. En tout cas, pour l'évolution, j'ai pas statué, mais ouais, comme je t'ai cité juste avant, il y a une possibilité d'évolution. Eh bien, Là, le justement, Coran, pour moi, il Fares, parle. si un jour tu veux discuter d'évolution, débattre ici, n'hésite pas, mais j'ai quand même clore cette conférence. En tout cas, merci Bien sûr. beaucoup aux débatteurs, merci au public, merci à l'organisation. Je vais vous inviter pour changer dans le grand boudoir pour la review non rediffusée. Ah, merci à tous. Merci à tous. Merci les Merci à Merci tout vous. le débatteurs. monde. Merci. Merci Merci à Belle toi. Hamza, merci performance. Fares. Bonne soirée.